Noah, 13e fils de la famille royale, l'un des 13 princes impériaux nés du roi. Il ouvre les yeux et voit une femme bienveillante le regarder, se demandant si c'est sa mère ou juste une servante. Mais avant qu'il ne puisse le savoir, le visage d'un vieil homme barbu, son père le roi, s'approche pour l'inspecter de la tête aux pieds. Le roi dit que Noah tient de sa mère, et celle-ci rougit aussitôt, affirmant que ses yeux et sourcils sont tout comme ceux du roi. Noah remarque qu'il peut voir ses propres statistiques, mais rien n'a de sens pour lui pour l'instant. Soudain, un mage de la cour s'approche, le prend délicatement dans ses bras et annonce au roi que Noah a l'affinité magique de l'eau. Le roi rit joyeusement, affirmant qu'à sa majorité, Noah recevra les terres des royaumes du sud, où vivent la plupart des clans de mages de l'eau, afin qu'il puisse les gouverner avec justice. Sur ce, le roi demande aux mages de la cour de jeter un œil aux statistiques de Noah. Mais dès qu'elles sont révélées, toute la cour se tait, et même le roi a du mal à croire ses propres yeux. Quelqu'un dans la cour crie au miracle, les autres se joignent au chœur, ce qui trouble Noah. Il vérifie ses stats et réalise qu'il a celle d'un mage de l'eau de rang SS, du jamais vu, surtout à la naissance. 6 ans passent, Noah est devenu un jeune homme en pleine santé. Il a lentement appris l'existence du royaume des miroirs, gouverné par son père, où la paix règne depuis des décennies sans aucune guerre. Le roi est très aimé du peuple, tout comme ses fils, adoré par les habitants et les familles dits nobles, mais Noah ne s'intéresse pas aux intrigues politiques du royaume, car il a réalisé quelque chose sur lui-même ces 6 dernières années. Il s'avère qu'il a un don spécial, que personne d'autre ne connaît. Il peut siphonner l'XP de ses subordonnés, ce qui signifie que plus il a de servantes, plus il devient fort. Contrairement aux autres, il peut monter de niveau indéfiniment et devenir le mage le plus puissant de la planète. Ses servantes lui sont totalement loyales. Elles discutent de la façon dont, même à 6 ans, Noah se comporte plus comme un adulte qu'un enfant. Il se rend vite à la salle à manger pour le petit déjeuner et pense que ses capacités sont limitées à cause de son jeune âge. Mais s'il continue à s'entraîner, il devrait progresser rapidement et éclipser ses frères aînés. Ses pensées sont interrompues par une belle servante, Evelyne, qui lui dit que le prince héritier et le 4e prince sont venus lui rendre visite. Noah décide de vite finir son petit déjeuner, car même si ce sont ses frères, il ne doit pas faire attendre le prince héritier du royaume. Il entre vite dans la chambre d'amis et s'agenouille pour accueillir ses frères aînés, le prince héritier Albert et le 4e prince Henri. Albert regarde Noah avec des yeux froids, lui demandant où il était. Henri le salue plus chaleureusement, disant que Noah devient un jeune homme courtois. Albert affirme que Noah fera un excellent chancelier un jour et lui dit qu'il a un cadeau pour lui. Il claque des mains et aussitôt un serviteur terrifié entre, portant un petit cercueil qui émane une aura mortelle. Noah est perplexe devant un cadeau si étrange, mais Albert ordonne au serviteur d'ouvrir le cercueil, ce qu'il fait à contre-cœur. Au moment où il ouvre le cercueil, une aura d'hommes morts et mourants éclate dans la pièce, que Noah ressent clairement en fixant l'épée. Se demandant ce qu'il vient de ressentir, bon sang. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, Albert lui dit de la prendre et de voir ce que ça fait. Noah ne veut pas vraiment manier la lame. Mais comme c'est un cadeau du prince royal, il ne peut refuser et est forcé de la prendre. Il saisit l'épée délicatement et la soulève, bien qu'elle soit trop grande pour son petit corps. Albert sourit et dit à Noah qu'il savait qu'il y arriverait, expliquant que cette lame est une épée spéciale pour les mages de l'eau, nommée Léviathan. Il révèle aussi que plus de 120 personnes ont tenté de la tenir avant lui, mais aucune n'a survécu pour raconter l'histoire. Cela l'effraie, et il manque de laisser tomber la lame brillante. Mais Henri lui dit de ne pas s'inquiéter. La malédiction est si forte qu'il serait mort au moment de la toucher si l'épée l'avait refusé. Sur ce, Albert et Henri se lèvent pour partir, tandis que Noah s'incline, pensant à quel point ce prince héritier méprisable, malheureusement son propre frère aîné, le testait avec une tâche si dangereuse sans aucune raison. Mais il sait que s'il le disait à voix haute, ce serait sa tête sur une pique. Plus tard ce soir-là, alors que Noah se préparait à dormir, il remarque qu'une de ses servantes semble très tendue, alors il lui demande si elle va bien. Zoé, la servante, hésite d'abord, mais quand Noah insiste pour la vérité, elle s'agenouille aussitôt, affirmant qu'elle veut du temps libre car son village a été inondé et tout a été emporté. Sa famille meurt de faim et elle compte vendre son corps dans le quartier chaud pour réunir assez d'argent. Noah lui dit d'arrêter de parler,
affirmant que Zoé est sa servante personnelle et qu'il ne peut pas la laisser partir si longtemps. Il lui dit d'amener sa mère au domaine, il lui donnera le poste de gardienne de la porte arrière et la paiera 5 000 $ par mois. Zoé est confuse, elle n'a jamais entendu parler d'un tel poste, et le salaire semble incroyablement élevé. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il y a une maison vide à la périphérie ouest de la capitale qu'elle peut occuper avec sa mère. Zoé n'en croit pas ses oreilles et commence à pleurer quand Dylan, le majordome, sort et demande à Noah s'il voulait quelque chose. Noah lui demande s'il est au courant des inondations dans le village de Zoé et lui dit d'acheter autant de terre que possible là-bas. Dylan est confus, ce serait un mauvais investissement, mais Noah lui dit qu'ils doivent protéger les gens dans le besoin, car s'ils n'interviennent pas, une bande de vauriens occupera ces terres et s'y installera illégalement. Dylan est choqué, et Noah demande ce qui ne va pas. Mais Dylan répond qu'il est juste surpris de la façon dont Noah gère la situation avec la clairvoyance d'un homme expérimenté, alors qu'il n'a jamais rien vécu de tel auparavant. Noah pense qu'il a vu plus que sa part de destruction dans sa vie antérieure, mais il ne peut évidemment le révéler à personne. Dylan répond que selon son estimation, toutes les terres coûteraient environ 70 millions de dollars, ce qui choque Zoé. Même Noah sait que c'est une somme énorme, tout son groupe de serviteurs gagne environ 82 000 $ par an. Il a lui-même 50 millions de dollars de fonds provenant des impôts et des cadeaux de ses frères, mais il manque encore 20 millions de dollars. Il se tourne et demande à Dylan à propos des terres qu'il possède au sud de la capitale, affirmant qu'ils devront les vendre. Dylan est choqué et le déconseille à Noah, car cette terre était un cadeau de son père, le roi lui-même. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter, il s'occupera de son père plus tard, et leur dit que les nobles ont le devoir de se sacrifier pour apporter paix et bonheur à leur sujet. De plus, il sait qu'un noble qui joue les martyrs est aimé du public, ce qui pourrait s'avérer utile tôt ou tard. Dylan s'incline et lui dit qu'il s'occupera de tout avant de partir faire les préparatifs nécessaires. Le lendemain matin, Noah se prépare avec son armée de servantes pour l'inspection de la zone inondée. Quand le 4e prince Henri l'interpelle, il court vers lui avec une salutation chaleureuse, s'excusant de ne pas être venu plus tôt. Henri lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande où il compte aller. Noah répond qu'il y a une région nommée Daza, complètement inondée, et qu'il vise à y acheter des terres et prévoit d'inspecter la zone pour évaluer les dégâts. Henri remarque l'épée donnée par Albert et lui demande s'il compte l'utiliser pendant sa visite. Noah répond qu'il la porte juste au cas où il devrait l'utiliser. Mais il n'est pas encore sûr, car il n'a rien ressenti de différent depuis sa première rencontre. Henri éloigne Noah des regards indiscrets et lui dit qu'il était un peu inquiet pour cette épée et la générosité soudaine d'Albert. Il a fait des recherches et a découvert que l'épée semble avoir une volonté propre et ne peut être contrôlée que par celui qu'elle reconnaît comme son véritable maître. Noah se souvient de la vision qu'il a eue de tous ceux qui ont tenté de la maîtriser et réalise que cette épée est comme un chien fou. Il devra en gagner la possession avant de pouvoir vraiment la maîtriser. Henri lui dit d'être prudent et lui déconseille de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité, car il a le mauvais pressentiment que l'épée lui coûtera la vie, comme elle l'a fait pour des centaines de personnes avant lui. Avec cet avertissement, Noah part pour la région de Dassa, surpris par le niveau de destruction causé par les inondations. Il dit à Dylan de trouver le bureau gouvernemental le plus proche et les titres de propriété de ces terres, puis il avance avec Zoé pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain. Il remarque des hommes dans des abris rudimentaires se rassemblant pour la nourriture de secours du gouvernement, ce qui le rend un peu heureux. Mais cela disparaît complètement quand il prend une bouchée de la bouillie dégueulasse qu'on leur sert. Il n'arrive pas à croire que le gouvernement ait des normes si basses et aller demander l'officiel local quand par chance, l'officiel local, Lord Garl, entre dans la zone pour une inspection. Noah s'attendait à ce qu'il agisse contre la terrible qualité de la nourriture, mais à sa surprise, l'homme se bouche le nez, jette un œil à la bouillie et affirme que c'était suffisant, ce qui rend les cuisiniers heureux, eux qui profitent innocents de la situation. Le chef cuisinier lui dit que son repas est prêt au manoir et Garl décide aussitôt de partir pour le festin qui l'attendait. Noah ne pouvait pas supporter ça et va immédiatement affronter l'homme. Il traite Garl de petit bâtard corrompu avec une microbe, ce qu'il frappe là où ça fait le plus mal. L'homme à l'ego fragile tire aussitôt une épée sur Noah. Noah appelle immédiatement l'épée Léviathan qu'Albert lui a donnée, espérant qu'elle le tuerait, et l'épée vole aussitôt vers lui. Au début, il pensait que l'épée lui obéirait, mais il réalise soudain sa vraie puissance
alors qu'elle lui résiste, le brûlant de sa puissante aura sinistre. Noah refuse de reculer, persiste et parvient finalement à maîtriser l'épée, prenant le contrôle de la lame légendaire une bonne fois pour toutes. Une fois cela fait, Garl n'avait aucune chance. Noah part facilement son attaque et décide que la sentence pour avoir trompé les habitants en temps de catastrophe n'est rien d'autre que la mort. D'un coup rapide, Noah lui tranche net la tête, choquant tout le monde. Immédiatement, les gardes les encerclent et il se serait fait lyncher. Mais il plante l'épée dans le sol, créant un trou incroyablement profond, choquant tout le monde. Le chaos attire l'attention du chevalier Rowan, récemment nommé gestionnaire de cette zone. Et il reconnaît aussitôt Noah et s'agenouille. Tout le monde est surpris, mais ils suivent vite le mouvement, s'agenouillant devant lui. Noah dit à Rowan que la première chose à faire est de s'assurer que tout le monde ici reçoive de la bonne nourriture. Et Rowan s'excuse aussitôt de son oubli et se met à la tâche. À son retour, Noah est immédiatement convoqué à la capitale par son père. Il s'attendait à être réprimandé, mais à sa surprise, son père le félicite d'avoir pris les décisions et vérifie à nouveau ses stats qui ont augmenté depuis la dernière fois. Il remercie Noah de son aide et lui dit qu'il aura besoin de lui pour continuer à l'aider à gouverner ce royaume. Quelques jours passent, mais Noah reste dans la capitale, car cette ville est le cœur battant de tout le royaume, et de loin l'endroit le plus prospère, où beaucoup de gens talentueux viennent chercher du travail. Son plan est de s'approprier l'un de ses talents pour augmenter ses propres stats, et devenir rapidement une force avec laquelle il faut compter. Sa première candidate est une jeune fille dont il a entendu parler, une chanteuse incroyable, récemment citée comme une étoile montante brillante. Il découvre le théâtre où elle va se produire et prend place aux côtés de Zoé pour voir si elle est à la hauteur de sa réputation. Bientôt, une jeune fille au chapeau haut de forme, nommée Ali, apparaît sur scène et se prépare à chanter devant le public. Elle commence vite à chanter et aussitôt Noah est hypnotisé par sa voix, il sait qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse technique qu'il ait jamais entendue, mais c'est clairement la chanteuse qui semble vraiment aimer son art. Il pense qu'avec la bonne formation, elle peut atteindre la grandeur et envisage de la prendre sous son aile. Mais avant même la fin du spectacle, une bande de voyous fait irruption dans le théâtre et crie à Ali de fermer sa gueule de merde. Tout le public retient son souffle, se demandant ce que ces brutes veulent. Ali reste là, effrayé, tandis que les voyous se dirigeant vers la scène. Un des employés tente d'intervenir, mais le gros le pousse aussitôt de côté avant de sauter sur la scène. Il lui hurle de payer, affirmant que chanter sur ces scènes ne lui rapportera pas assez pour payer les dettes de son père. Elle frissonne, lui disant de la laisser partir, qu'elle essaie de gagner de l'argent et les paiera bientôt. Mais le gros lui dit que c'est une façon de gagner de l'argent de merde, et si elle veut gagner beaucoup d'argent vite et facilement, elle doit lancer une chaîne sur les réseaux sociaux et y poster des photos aguicheuses ou des selfies, et peut-être son eau de bain. Elle lui dit qu'elle est une fille respectable et ne s'abaisserait jamais à faire des choses pareilles. Mais le gros menace de lui briser les deux jambes si elle ne fait pas ce qu'il dit. C'est là que Noah décide d'intervenir et lui dit de s'éloigner de la fille immédiatement. Le gros se retourne et dit à Noah de retourner dans les jupes de sa mère, boire son lait, sinon il va lui casser la gueule. Noah s'en fiche. Il saute de son siège et marche vers la scène, disant au gros qu'il est illégal de faire assumer aux enfants la loi de leurs parents par décret de la loi impériale. Il est aussi illégal de forcer les gens à vendre leur corps pour payer des dettes. Le gros le saisit en colère par le col et le soulève en l'air, affirmant qu'aujourd'hui est le dernier jour de Noah sur Terre. Mais il ne sait pas vraiment à qui il parle. D'un claquement de doigts, Noah crée une aura violette menaçante qui projette les 3 voyous au sol, tandis que Noah sort son épée et la pointe sur le gros. Les voyous réalisent qu'ils sont dépassés. Alors ils rentrent, la queue entre les jambes, et s'enfuient aussitôt. Zoé va vers l'employé blessé et l'aide à se relever, tandis que Noah lui dit de les lui envoyer s'ils reviennent harceler qui que ce soit. Zoé lui tend une carte de visite et l'employé est choqué de voir que le garçon devant eux est en fait un prince de ce royaume. Noah ne se soucie pas de la fanfare, se tourne vers Ali et lui demande quelles sont ses dépenses mensuelles. Elle y réfléchit un moment, considérant qu'elle doit aussi gérer le traitement de sa mère, et répond que ses dépenses mensuelles devraient être d'environ 600 $. Noah lui dit qu'il la paiera 2500 $ par mois pour qu'elle puisse travailler son champ et s'améliorer. Elle est choquée et n'en croit pas ses oreilles, tandis que Noah lui dit que son salaire augmenterait aussi à mesure qu'elle s'améliore. Sur ce, il lui dit de finir la chanson, car il aimerait entendre la fin, et retourne à son siège. Plus tard ce soir-là, de retour chez lui, il est accueilli par ses servantes,
quand il remarque soudain que les voyous de l'après-midi s'inclinent jusqu'au sol, suppliant une audience pour s'excuser. Il sait que c'est seulement maintenant qu'ils ont réalisé qu'il était le prince du royaume. Mais il décide de ne pas les recevoir et dit à sa servante de les renvoyer, affirmant qu'un prince n'a pas le temps de rencontrer des gens au hasard. Juste à ce moment, son frère aîné Henri arrive aussi, affirmant qu'il a pris la bonne décision car il dévaloriserait son autorité de prince s'il parlait à ses plébéiens quand ils le veulent. Noah lui dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il a décidé de les renvoyer et explique qu'il pense qu'il est toujours très en colère à cause du coup qu'ils ont monté avec la fille aujourd'hui et cela pourrait les effrayer suffisamment pour qu'ils ne l'importunent plus. Henri demande qui est cette fille et pourquoi il semble si investi en elle. Il affirme qu'elle est une très bonne chanteuse et il pense qu'elle peut être un atout pour le royaume si elle continue de s'améliorer. Henri sourit, affirmant qu'il est très jeune, mais qu'il réfléchit aux complexités de la situation comme un adulte. Il mentionne que Gary a presque son âge, mais qu'il agit comme un enfant total et n'est pas aussi intelligent que lui. Noah répond poliment que Gary comprendrait aussi la situation assez tôt. Il sait que même s'il les appelle ses frères, Henri et Gary sont de vrais frères de sang, car ils sont de la même mère. Tandis que lui a une mère différente, Henri tourne ensuite la conversation vers son épée, affirmant qu'il ne pensait pas cela possible, mais Noah semble sérieusement l'avoir maîtrisée. Il demande alors où est l'épée et comment il la porte, car elle est censée être trop grande pour lui de toute façon, toute. Noah se lève et montre comment il fait en utilisant rapidement sa magie pour invoquer l'épée juste devant son frère. Henri est choqué. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un sortir des choses de son cul et demande jusqu'où il l'avait mise et si ça faisait mal. Noah lui dit que ce n'est rien de tel, et qu'il réduit simplement l'épée à une petite taille, puis la cache dans sa propre manche. Henri reste sans voix et se rassoit lourdement, affirmant avec un soupir que Noah l'étonne simplement, car cette épée était censée être maudite et rangée avec tous les autres trésors nationaux depuis plus de 2 siècles, et personne dans l'histoire écrite n'est connu pour avoir conquis cette lame. Plus tard cette nuit-là, Noah décide d'aller à une célébration à laquelle il était invité et repère les voyous, toujours au sol. Le gros s'enrage de nouveau, car il continue d'être ignoré et crie qu'il peut le tuer où il veut, alors il ne devrait pas faire le grand seigneur. En représailles, Noah libère simplement une infime quantité d'énergie de son épée, ce qui met aussitôt le gros à genoux une fois de plus. Noah monte ensuite dans le carrosse et arrive bientôt à destination, où un vieil homme nommé Ray l'accueille à l'intérieur. La salle de bal s'anime d'un coup, la nouvelle de la présence du 13e prince se répandant. Ray interroge Noah sur l'épée qu'il porte, et il répond que c'est l'épée légendaire, réputée maudite, qui lui a été offerte par le prince héritier Albert. Cela impressionne aussitôt tout le monde dans la pièce, qui commence à parler de l'honneur immense de recevoir un cadeau personnel du prince héritier. Un homme à l'ego aussi fragile qu'une feuille de papier déblatère aussitôt des inepties, affirmant que l'épée doit être une vulgaire réplique, un jouet, sans se rendre compte qu'il parlait si fort que tout le monde pouvait l'entendre. Le brouhaha de la pièce se tait d'un coup, tous les regards fixant Noah, tandis que le gars se fait dessus, se demandant ce qui va se passer. Noah ne lève même pas le petit doigt, mais soudain, une aura mortelle jaillit de son épée et couvre toute la pièce, les plongeant dans une sorte de transe. Noah ordonne aussitôt à l'épée de s'arrêter, et l'aura se dissipe. Ray est surpris par cette puissance, affirmant que tout le monde dans la pièce s'est senti un peu plus proche de la mort. Peu après, il s'assied sur un petit trône, tandis que tous les présents s'approchent de lui pour lui rendre hommage et s'attirer ses bonnes grâces. Il les trouva tous plutôt ennuyeux, mais finalement, un homme blond nommé Alan s'approche et se présente, ainsi que sa fille adoptive, Cindy. La jeune fille semblait particulièrement attentive à la présence de Noah, mais Noah décide d'ignorer cela et demande comment il en est venu à l'adopter. Alan explique qu'il l'avait initialement achetée sur un marché aux esclaves, mais elle avait fait preuve d'une grande volonté et détermination, apprenait très vite et était douée d'une intelligence sociale remarquable. Comme il n'avait pas d'enfant à lui, il a décidé de l'adopter comme sa propre fille. Noah lui sourit, affirmant qu'il adore ce genre d'histoire, et invite le duo à sa demeure pour discuter plus longuement. Alan semblait très satisfait d'avoir été le seul à être remarqué parmi eux tous. Mais Noah dit à Ray que la vraie raison pour laquelle il les avait remarqués est que Cindy est, d'une manière ou d'une autre, consciente de son pouvoir. Il le démontre en libérant un peu d'énergie de son épée, mais Cindy le reconnaît aussitôt et se retourne pour s'assurer qu'il n'allait pas être attaqué. Quelques jours s'écoulent depuis cet incident quand un jour, alors que Noah était en promenade, il rencontre le 8e prince Oscar qui décide de se promener avec lui au marché pour y dénicher des choses intéressantes. En fouillant parmi un tas de vieilleries, Noah remarque un grimoire et une fois qu'il le prend, l'une de ses statistiques passe soudainement au rang S. Il s'y intéresse aussitôt et l'achète,
mais remarque que son épée semble y réagir. Oscar semble reconnaître le livre comme un tome magique créé par un sorcier il y a longtemps. Mais le livre s'ouvre soudainement et libère un monstre gigantesque en pleine rue. Oscar dit à Noah de reculer et de se mettre à l'abri, mais Noah sort simplement son épée et fait face au démon. Il essaie de trancher l'être magique mais échoue pour la première fois. C'est alors qu'il décide d'utiliser un peu de magie supplémentaire pour sa prochaine attaque et la dirige vers le haut pour ne rien détruire d'autre. Avec cela, la créature magique cesse d'exister, tandis qu'Oscar reste là, se demandant à quel point son petit frère était devenu puissant. En voyant cet exploit incroyable, l'un des commerçants sort en courant et s'incline profondément, suppliant Noah de jeter un œil à un objet qu'il a dans sa boutique, qui pourrait bien être un trésor inestimable. Il ramène les princes à sa boutique et leur montre une bague magique, affirmant que cette bague n'a encore accepté personne comme propriétaire et demande à Noah de l'essayer. Noah met la bague à son pouce et immédiatement la magie s'active et tout son corps se couvre d'une magnifique armure de plate. Le commerçant est choqué, mais Noah l'adore et l'achète sur le champ. Mais Oscar refuse qu'il paie, insistant pour que ce soit un cadeau de sa part. Ceci réglé, il retourne au théâtre pour voir Ali chanter, mais dès qu'il descend de la calèche, le gros l'attaque à l'épée. Noah utilise aussitôt un bouclier de sa bague pour parer l'attaque, tandis que le cocher maîtrise le gros au sol et le capture. Noah ne s'en soucie guère à ce stade et entre dans l'auditorium pour voir Ali sur scène, aux prises avec deux hommes ivres qui se battent pour elle. Noah intervient et utilise sa magie pour détruire leurs vêtements, après quoi il s'enfuit du théâtre. Il fait ensuite venir le propriétaire et lui dit qu'il est déçu par la sécurité, ou plutôt son absence, dans ce théâtre et lui propose de racheter tout l'établissement. Le propriétaire est un peu hésitant, mais Zoé sort aussitôt 100 000 pièces d'or de son sac, ce qui donne au propriétaire toute la motivation nécessaire, et il vend aussitôt. Zoé remercie le prince, affirmant qu'elle ne pourra jamais lui rendre ce qu'elle lui doit. Mais il lui dit de se concentrer sur le chant, car il veut qu'elle chante un jour devant le roi. Sur ce, il se rassoit dans le public, tandis qu'Oli entame une de ses chansons, spécialement pour lui. Le lendemain, toutes les servantes de Noah l'aident à se préparer et lui annoncent qu'il a un rendez-vous aujourd'hui. Alors que Noah lit la demande d'entretien d'un certain Dead, gouverneur de la région de Holljoy, qui relève du domaine de Noah, il décide d'avoir une bonne discussion avec lui sur l'état actuel de son territoire. Noah dit aux servantes de le faire entrer, puis se met à faire son show sans raison apparente. Bientôt, Dead s'agenouille devant Noah et se présente comme le gouverneur général de Holljour. Il récite tout le discours formel, celui qu'on fait en léchant les bottes des royaux, mais Noah lui dit de sauter les formalités et de s'asseoir. Une fois assis, Noah fait remarquer qu'ils se sont déjà rencontrés et Dead confirme, expliquant qu'il était venu le saluer il y a 18 mois lors de sa nomination par l'empereur lui-même comme gouverneur de Holljoy. Noah lui demande comment se passe son travail actuellement, surtout depuis la grande inondation à Holljoy, et que c'est Dead qui doit gérer les conséquences. L'expression sombre sur le visage de Dead donne sa réponse à Noah, et il sait que les choses ne vont pas bien. Holljoy est une des principales régions productrices de céréales de l'Empire, mais elle est très vulnérable aux inondations. Un peu comme les sollicitations d'une belle demoiselle, toujours inondée de soupirants. C'est pourquoi l'empereur a nommé Dead comme gouverneur, parce qu'il vient du pays des mages de l'eau. Et tout le monde pensait qu'il pourrait faire quelque chose face aux inondations. Noah décide de comprendre les problèmes qu'il rencontre avant de le juger et demande quel est le problème. Dead répond qu'ils n'ont aucun financement, et sans argent, rien ne peut être fait. Noah n'en revient pas, car un ordre impérial avait été donné pour débloquer des fonds pour reconstruire Holljoy, et Dead répond que le ministère de l'Intérieur retient leurs fonds, et trouve toujours des excuses chaque fois qu'il essaie de retirer ses fonds. Noah comprend toute la situation maintenant, et il dit aussitôt à Dead de le suivre chez le ministre des Finances, Maverick, qui est en train de dévorer un juteux steak pour le petit déjeuner. Il continue de se gaver, la bouche plissée, en demandant ce qui amène un prince à le voir, et Noah va droit au but. Il demande au vieil enfoiré pourquoi il ne donne pas à Dead l'argent nécessaire pour reconstruire Holljoy, et Maverick répond qu'il a une bonne raison. Noah le prévient. S'il ose dire qu'un enfant ne comprendrait pas, il lui fera manger son steak par le derrière. Le vieux gros est agacé. Mais il ne peut pas contredire un prince. Il accepte d'expliquer ses raisons, et dit que Holljoy a subi de graves inondations. Alors l'empereur a fait preuve de sa grâce, et les a exemptés de tout impôt pour l'année. Il dit qu'il devrait simplement utiliser l'argent économisé en ne payant pas d'impôts pour se reconstruire. Et Noah dénonce aussitôt le baratin du ministre. Il lui rappelle que l'empereur a annulé les impôts parce que les habitants de Holljoy n'avaient pas d'argent pour les payer. Il demande à Maverick comment ose-t-il parler, comme si les habitants de Holljoy avaient de l'argent, puis demande s'il le sous-estime parce qu'il est un enfant. Maverick balbutie en entendant cela et décide de changer son fusil d'épaule.
Il dit que le ministère des Finances ne peut pas dégager d'argent pour reconstruire Alljoy en ce moment, car ils construisent une résidence d'été pour l'empereur. Il tente de convaincre Noah que, puisque l'empereur va l'utiliser, elle doit être grandiose, et qu'ils construisent une ville entière autour pour lui offrir le luxe qu'il mérite. Dead pense que tout espoir est perdu, car on ne peut rien dire quand le nom de l'empereur est invoqué. Mais il oublie que Noah est littéralement le fils de l'empereur. Il ordonne au vieil enfoiré d'arrêter de raconter des âneries, car il manque de respect à l'empereur en affirmant qu'il veut une villa luxueuse alors que son peuple lutte pour survivre. Maverick sait que s'il est prouvé qu'il a menti sur l'empereur, toute sa famille sera exécutée avec lui. Il tombe aussitôt à genoux, disant à Noah qu'il comprend mal la situation. Il promet de distribuer immédiatement les fonds à Alljoy et ordonne à ses serviteurs de s'atteler à la tâche d'urgence. Noah retourne tranquillement à son thé après avoir gagné la bataille d'esprit contre Maverick, et Dead est vraiment impressionné par ses talents de négociateur. Il commence à encenser Noah, disant qu'il a des compétences brillantes et qu'il a décelé les contradictions d'un menteur chevronné avec aisance. Il s'excuse d'avoir tenté de l'utiliser pour obtenir des fonds et se prosterne au sol. Noah réalise aussi que Dead essayait juste d'utiliser son influence de prince pour forcer le ministre à lui donner de l'argent. Mais cela ne le dérange pas, car il aurait de toute façon aidé son peuple. Après avoir obtenu les fonds, Dead part aussitôt reconstruire son territoire. Et à ce moment-là, un messager arrive du palais, disant que l'empereur a convoqué Noah d'urgence. Noah ne perd pas de temps pour retourner au palais et salue son père qui nourrit les pigeons pour se détendre. L'empereur entame la conversation en félicitant Noah d'avoir vaincu le cupide ministre des Finances par son esprit. Et Noah est stupéfait que son père soit au courant de ce qui vient de se passer. Ses doutes sont si évidents que l'empereur les devine déjà. Et il dit à son fils que l'information est la plus grande arme qu'il puisse posséder, et qu'il doit la garder affûtée. Noah intériorise ce conseil, puis dit qu'il n'a fait que ce qui était naturel en maîtrisant le ministre des Finances. L'empereur répond que faire ce qui est juste n'est pas facile pour la plupart des gens, car ils se laissent influencer par la flatterie et perdent de vue ce qui est bien. Il se retourne et lui tapote la tête, disant qu'à 6 ans, il est déjà meilleur que la plupart des gens au monde. Il demande ensuite à Noah de se lever, et salue sa capacité à maîtriser l'épée légendaire Léviathan, dont l'histoire sombre terrifie quiconque tente de la manier. Noah réalise à quel point l'épée est dangereuse après de nombreux exemples, puis son père lui dit qu'il devrait aussi apprendre les techniques pour manier correctement son arme. À cette fin, il lui a trouvé un instructeur d'escrime. Aussitôt, un chevalier chevronné nommé Damian s'agenouille devant l'empereur et Noah. L'empereur le présente comme le plus grand épéiste de l'Empire et demande à Noah de bien apprendre de lui. Damian demande aussitôt la permission de l'empereur pour un combat avec le prince, car il veut voir son talent brut et son potentiel avant de le prendre comme élève. L'empereur lui accorde la permission, et Noah réalise que son père fait entièrement confiance à Damian. Damian tire sa gigantesque épée et dit à Noah de l'attaquer comme il le souhaite. Noah prend sa position, mais son épée commence à s'agiter. Il essaie de la maîtriser et attaque Damian, qui est impressionné par son premier coup. Noah sent les souvenirs des anciens utilisateurs de Léviathan affluer dans son esprit, et il utilise ces souvenirs pour désarmer Damian en quelques coups. Le chevalier accepte la défaite et dit à l'empereur qu'il ne peut rien apprendre à Noah, car sa technique est déjà à la hauteur d'un maître d'épée. L'empereur rit fièrement en entendant cela, et il décide de récompenser le talent de Noah en le nommant juge en chef de l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Noah accepte volontiers cette responsabilité, car il sait que tous les guerriers talentueux de l'Empire participent à cet examen. Parce que le vainqueur peut s'élever au rang de la noblesse, il sait que le premier devoir du vainqueur est de devenir le subordonné du juge en chef, et il sent qu'il peut devenir encore plus fort avec un guerrier puissant sous ses ordres. L'empereur demande ensuite à Noah s'il veut organiser l'examen en mode élimination ou en format ligue. Cependant, au lieu de répondre, Noah fait une demande surprenante. Il veut supprimer le tour préliminaire régional et organiser plutôt tout l'examen dans la capitale, afin de pouvoir juger tous les guerriers lui-même et s'assurer qu'aucun guerrier talentueux ne soit éliminé pour des raisons injustes. L'empereur lui dit de faire ce qu'il veut, et sur ce, Noah rentre chez lui. Il parle à Zoé de l'examen de sélection des chevaliers, et demande s'il y a aussi un candidat dans son village. Elle affirme, disant qu'ils envoient là le même gars à l'examen chaque année. Espérant qu'il apportera la gloire à leur village, Noah lui dit qu'il n'y a pas de préliminaire cette année, donc ils peuvent envoyer plus de monde. Mais le talent n'est pas le problème. Zoé dit timidement à Noah qu'il n'envoie qu'un seul gars, car c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre, même après avoir organisé une quête pour lui. Elle dit que tout est cher dans la capitale, des repas à l'hébergement, et personne n'a d'argent pour cela. Noah décide de résoudre ce problème également, déclarant qu'il couvrira les dépenses de tous les participants afin qu'aucun guerrier talentueux
ne perdent avant même de combattre. Il convoque aussitôt Dylan et lui dit d'acheter toutes les maisons vides de la capitale. Et si cela ne suffit pas à loger tous les participants, il lui ordonne de construire des dortoirs. Quant à la nourriture, Noah dit au majordome de parler à tous les marchands avec lesquels ils ont des liens. Et il va personnellement parler à Alan de la question également. Alan lui donne une estimation, mais Noah voit bien qu'il lui a fait une énorme réduction qui le mettrait à perte. Il en demande la raison, et Alan répond poliment qu'ils ne peuvent refuser une demande du 13e prince. Ce genre de flatterie ne fonctionne pas sur Noah, et il affirme qu'aucun marchand ne donne son argent sans raison. Alan est surpris que Noah ait décelé ses arrière-pensées et lui dit qu'il y a un examen pour sélectionner des serviteurs pour le palais royal, organisé à la même échelle que l'examen de sélection des chevaliers. Il prétend vouloir savoir quel genre de personnes y sont sélectionnées, et Noah comprend aussitôt son jeu. Il réalise qu'Alan veut placer une fille au palais afin qu'elle puisse lui donner toute nouvelle information qui y circule. De plus, si le roi devient le protecteur de la fille, Alan peut en tirer un énorme profit. Alan devient soudain nerveux et dit à Noah que sa demande n'est pas liée à cette affaire, car il a déjà envoyé un cadeau concernant l'examen de sélection des serviteurs à sa demeure. Noah est impressionné qu'Alan sache comment plaire aux gens et il décide de le soutenir. Il dit que si c'est une fille qui l'approuve, il la recommandera sûrement pour travailler au palais. Alan est super excité en entendant cela, mais Noah lui dit de calmer ses ardeurs car les filles devront satisfaire pleinement ses exigences. Alan accepte volontiers sa condition et fait signe à Cindy. Disant qu'il sélectionnera une fille qui répondra à toutes ses exigences, il s'agenouille ensuite devant Noah, disant qu'il est profondément reconnaissant qu'un prince honore un simple marchand comme lui de sa gentillesse et de sa perspicacité, et il aimerait ajouter le blason du 13e prince à ses boutiques pour lui prouver sa loyauté. Noah est ravi d'entendre cela, mais il avertit Alan qu'il ne pardonnera aucune trahison. Noah rentre chez lui et constate que ses statistiques ont augmenté après avoir pris Alan comme subordonné. Mais soudain, il remarque que l'une de ses statistiques diminue et le rang SS de son attribut d'eau passe à un simple rang S. Noah s'inquiète que quelque chose se soit passé dans son territoire d'Almiria. Et il dit à Zoé de se rendre immédiatement au palais car il doit rencontrer l'empereur. Elle transmet son ordre au cocher et Noah est devant l'empereur quelques minutes plus tard. Il lui dit que quelque chose de grave s'est passé à Almiria, et le ton de la réponse de l'empereur lui fait réaliser qu'il en est déjà conscient. L'empereur lui dit qu'il a juste l'intuition que quelque chose ne va pas, mais qu'il n'y a pas encore de preuves. À ce moment-là, un serviteur arrive et lui chuchote quelque chose à l'oreille, confirmant ses doutes. L'empereur dit à Noah qu'il a fait un excellent travail en comprenant que quelque chose n'allait pas, car il y a une rébellion à Almiria. Il demande à Noah quelle est son ampleur actuelle, et voyant qu'une seule de ses compétences a diminué de valeur, Noah estime que ce n'est pas une grande rébellion pour l'instant. Le roi confirme et dit qu'ils ont repéré environ 5000 rebelles à Almeria. Il demande à Noah s'il a l'intention de réprimer cette rébellion lui-même, et il répond que ce ne sera pas possible pour lui car il est jeune et n'a aucune expérience au combat, et il ne sait pas si les soldats lui obéiront sincèrement. Il suggère que l'empereur envoie un autre prince pour mater la rébellion, et le vieil homme est surpris par l'approche rationnelle de Noah face à cette question délicate. Il décide de soutenir sa décision, et demande s'il nommerait quelqu'un pour anéantir les rebelles. Noah suggère qu'Henri serait la meilleure personne pour ce travail, car il fait confiance à son jugement. L'empereur envoie Henri avec Noah pour la répression, et Henri demande à Noah s'il est sûr de vouloir laisser la gloire à quelqu'un d'autre, car le mérite sur le champ de bataille l'aidera à l'avenir. Noah dit qu'il a besoin d'expérience pour diriger ses soldats, et il ne veut pas qu'ils meurent en vain à cause de son leadership défaillant. À ce moment-là, son épée réagit à une hostilité, et Noah ordonne aussitôt d'arrêter la calèche. Il comprend que des ennemis en veulent à sa vie, et décide de les affronter de front, au lieu de compter sur l'aide de son frère. Il saute de la calèche, et les torches le long de la route s'éteignent. L'instant d'après, des piliers d'eau jaillissent du sol pour l'attaquer de toutes parts, mais Noah les bloque tous en transformant Léviathan en bouclier. Il réalise que les assaillants utilisant l'eau doivent être les rebelles d'Almiria, et les neutralise aussitôt avec son habile maniement de l'épée. Henri est impressionné par sa croissance, et dit qu'il aurait été bien de pouvoir interroger ces salauds. Noah lui dit qu'ils peuvent toujours le faire car il ne les a pas tués, et les a seulement assommés avec l'aura de son épée. Henri est une fois de plus impressionné par son frère, puis dit qu'il avait entendu dire que les rebelles étaient principalement des cavaliers, donc il ne s'attendait pas à des assassins. En entendant cette déclaration, Noah réalise que quelque chose ne va pas, car ils n'ont pas de bons chevaux de guerre à Almeria. Le lendemain, il va voir Alan et lui révèle le secret absolu. Il y a eu une rébellion à Almeria. Il donne 10 000 pièces d'or à Alan pour acheter immédiatement toute la nourriture pour chevaux du marché.
car il a déjà compris que les rebelles ont acheté les chevaux de guerre à quelqu'un d'autre, mais qu'ils doivent acheter la nourriture sur les marchés voisins. S'ils ne peuvent donc pas en acheter, ils manqueront de fourrage pour leurs chevaux, même après avoir pillé les civils, ce qui les affaiblira grandement au combat. Peu après, l'empereur convoque Noah pour lui annoncer que ses hommes ont interrogé les assassins et en ont tiré des informations précieuses. Les assassins ne visaient pas à tuer Noah, ils voulaient plutôt l'enlever et l'utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, Noah dit à son papa que tout assassin qui crache le morceau si facilement menterait probablement. L'empereur est fier que son fils ait un bon sens au-delà de son âge, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a un moyen de savoir si quelqu'un ment ou non. Noah n'est pas vraiment intéressé par l'art de la torture, alors il décide de croire ce que l'empereur dit. L'empereur félicite ensuite Noah d'avoir rapidement géré les rebelles, car s'ils s'étaient fait prendre, ils auraient eu du mal à les maîtriser. De plus, il est ravi que Noah ait pensé à la stratégie de cibler les chevaux de l'armée rebelle. Les yeux de Noah s'écarquillant sous le choc, il vient de donner l'ordre à Alan d'acheter du fourrage, et son père le sait déjà. L'empereur continue de le féliciter, affirmant que n'importe qui aurait pensé à la stratégie de la famine, et que le prince héritier Albert voulait en fait affamer les rebelles pour en faire un exemple. Cependant, Noah a décidé de se concentrer sur leurs chevaux pour réduire leur force, et il a utilisé son propre argent pour cela. L'empereur lui tapote l'épaule, lui disant qu'il a de grandes idées et le courage d'agir rapidement. Noah sent un petit frisson étrange l'envahir après avoir été félicité par papa, et l'empereur décide alors de le récompenser pour sa brillante réflexion. Il permet à Noah d'ajouter une épée à son blason, ce qui est une récompense plus grande qu'on ne pourrait le croire. Dans une nation de guerriers, personne ne peut ajouter une épée à son blason sans la permission de l'empereur. Et s'ils le font, ils risquent l'exécution. Obtenir l'approbation de l'empereur pour inclure un drapeau dans le blason est déjà un grand honneur pour quiconque. Et Noah fait de son mieux pour cacher son excitation face à cette grande récompense. Un peu plus tard ce jour-là, Alan vient rendre visite à Noah, qui s'avance vers lui à petits pas, prenant quelques minutes pour l'atteindre. Noah dit qu'il est en avance, et Alan répond qu'il connaît tous les types de fourrage vendus sur le marché, ainsi que les routes de transport, donc tout acheter ne sera pas difficile. Cependant, il craint que Carfun, le chef des rebelles, ne soit un homme impitoyable qui ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Il avertit Noah d'être prudent en traitant avec lui. Quand une servante vient lui dire qu'il y a un homme blessé à leur porte, Noah décide d'aller voir ce qui se passe et trouve un chevalier gravement blessé qui s'agenouille devant lui et dit qu'une rébellion a éclaté en Almeria. Il affirme que son supérieur est également impliqué dans la rébellion, mais il ne l'a pas suivi et est venu ici pour faire son rapport. Alan pense que le chevalier a risqué sa vie pour rien, car ils sont déjà au courant de la rébellion. Mais Noah remercie le chevalier et ordonne à sa servante de soigner ses blessures. Il s'éloigne, puis se retourne et ordonne de donner 1000 $ au chevalier en récompense. Alan le suit, demandant pourquoi il jette son argent par les fenêtres, en récompensant le chevalier pour une information qu'il possédait déjà. Noah répond qu'il ne récompense pas le chevalier pour son information, mais pour sa loyauté et sa bravoure. Plus tard cette nuit-là, Zoé entre dans le bureau de Noah, l'air extrêmement désemparé. Elle s'effondre au sol avant de dire quoi que ce soit, et Noah lui demande ce qui ne va pas. Zoé lui offre d'abord une bourse contenant 500 $, puis une petite bouteille. Elle dit qu'un homme inconnu lui a offert cette récompense pour qu'elle lui fasse boire le somnifère et le leur livre ensuite. Noah réalise que les rebelles le veulent à tout prix et qu'ils sont plus désespérés que les célibataires en quête de l'âme sœur sur tous les sites de rencontres. Il demande à Zoé pourquoi elle lui a apporté la bouteille, et elle se met à pleurer. Elle affirme que les hommes lui ont dit qu'ils la tueraient si elle ne droguait pas Noah, mais elle ne peut jamais le trahir. Noah se dirige silencieusement vers son bureau et écrit un chèque de 5000 $ pour Zoé, lui disant que c'est sa récompense pour ne pas avoir vendu sa loyauté à bas prix. La tête de Zoé tourne à ce montant, et elle dit qu'elle ne peut pas l'accepter. Mais Noah lui dit d'être une gentille fille et de prendre la récompense. Elle se met à pleurer et à le remercier. Mais Noah dit qu'il a besoin qu'elle fasse quelque chose pour lui. Il lui dit qu'il va boire le médicament et s'évanouir, puis qu'elle va le conduire aux hommes qui l'ont contacté. Il lui dit de s'enfuir dès qu'elle l'aura livré, afin qu'il ne la réduise pas au silence. Zoé est terrifiée à cette idée. Mais Noah a pris sa décision de rencontrer les rebelles, désespéré. Quelques heures plus tard, il se réveille au milieu de nulle part et entend les ravisseurs parler de la façon dont le tuer est un dernier recours et qu'ils doivent le garder en sécurité selon les ordres de Carfin. Noah laisse la drogue se dissiper complètement avant d'évaluer sa situation et constate que ses mains et ses jambes sont liées. Cependant, les rebelles seraient nuls à cache-cache car ils n'ont pas réalisé que Noah cachait cette fois Léviathan dans son oreille plutôt que là où le soleil ne brille pas. Il le sort et lui rend sa taille normale avant d'utiliser son anneau magique pour créer une lame d'eau afin de couper la corde qui le lie. Ensuite,
il décide de voir ce qui lui est arrivé à travers les souvenirs de son épée. Il se voit assis inconscient dans son bureau, et Zoé s'enfuyant tandis que les rebelles l'entourent. Ils ont décidé de l'ignorer car faire sortir Noah de son manoir était la priorité absolue, et ils l'ont emmené dans une calèche ouverte. Le récapitulatif terminé, Noah se prépare à affronter les rebelles qui font une pause autour d'un feu de camp. Le chef du groupe s'énerve contre celui qui a fait les nœuds, puis Noah saute avec son épée. Les bandits le sous-estiment et lui disent de se rendre gentiment, car son frère n'est pas là pour le protéger cette fois. L'un d'eux sort son épée pour battre Noah et le recapturer. Mais il ne peut même pas faire un pas avant que Noah ne le charge et ne lui ouvre toutes les veines et artères du cou. Alors que le premier rebelle meurt, les autres sont intimidés et Noah dit qu'il voulait obtenir des informations. Mais tout le monde ici est un idiot qui ne sait même pas que ce n'est pas Henry qui a vaincu les assassins. Les rebelles se préparent à combattre, mais Noah les met tous hors d'état de nuire sans effort. C'est alors qu'il voit Zoé menant un groupe de chevaliers vers lui et lui demande ce qu'elle fait là. Zoé lui dit qu'elle s'est inquiétée pour lui et a amené les chevaliers pour le sauver. Mais ce n'était pas nécessaire car tous les rebelles sont déjà vaincus. Noah appelle le capitaine des chevaliers et lui dit d'emmener les rebelles. L'un d'eux laisse tomber une dague d'apparence étrange et un chevalier est sur le point de la ramasser. Mais Noah sent que quelque chose ne va pas et lui dit immédiatement d'arrêter. Il ordonne à tout le monde de reculer, tandis qu'il s'approche de la dague qui émet une forte énergie maudite qu'il peut sentir grâce à sa maîtrise de Léviathan. Il se souvient vaguement que les rebelles parlaient de cette dague maudite qu'ils utiliseraient pour le tuer si les choses tournaient mal. Il peut sentir la haine de l'homme qui a jeté la malédiction sur la dague, et pendant un bref instant, il voit aussi son visage. Noah le reconnaît immédiatement comme le chef des rebelles, et décide de s'occuper de lui personnellement. Il parle à Léviathan, lui demandant s'il peut l'aider à exécuter son plan, car ce serait assez facile pour une épée légendaire de l'élément eau comme lui. Léviathan, lui, pour donner une réponse positive, et Noah canalise son énergie maudite pour projeter un jet d'eau maudite vers le ciel. Le jet maudit s'élève bien au-dessus des nuages et traverse la moitié de l'Empire, atteignant Carfin et le frappant. Le lendemain, l'empereur convoque à nouveau Noah et s'agenouille à sa hauteur pour lui tapoter les épaules pour l'exploit extraordinaire qu'il vient d'accomplir. Il a reçu le rapport que le chef des rebelles a été retrouvé mort avec un trou en plein milieu du front, créé par un jet d'eau, et il sait que personne d'autre que Noah n'aurait pu le faire. Noah affirme avoir utilisé la haine de la dague maudite pour cibler le chef rebelle et lui avoir ensuite fait un tir en pleine tête sans viser à des centaines de kilomètres de distance. Une fois les rebelles privés de leur chef, c'est une tâche enfantine pour Henry de les réprimer. Et bientôt, tous les instigateurs sont arrêtés. Une grande assemblée est convoquée pour décider de leur punition et l'empereur ordonne que les coupables soient écartelés. Et pour les détails, Google est votre ami. Tout le monde est content de la punition infligée aux rebelles, mais Noah s'avance alors et s'agenouille respectueusement devant l'empereur, lui disant qu'il ne devrait pas faire cela. Tout le monde est stupéfait d'entendre cela, surtout l'empereur, qui demande ce qu'il veut dire. Noah dit que chacun devrait être puni selon la loi, et il n'y a aucune mention d'exécuter qui que ce soit par écartèlement. Les chefs rebelles doivent être coupés en deux, et le reste du peuple envoyé au goulag selon la loi, et Noah insiste pour qu'ils la suivent. L'empereur demande comment il peut refuser la mort la plus brutale à ceux qui se sont rebellés sur son territoire. Et Noah répond simplement que si l'empereur enfreint la loi, cela aura un effet négatif sur sa réputation et sur le peuple. Tout le monde reste sans voix en entendant cela, mais l'empereur décide d'aller dans le sens de ce que Noah veut. Il dit qu'ils suivront la loi, mais ajoute ensuite qu'il veut que les criminels reçoivent la peine maximale autorisée par la loi, sans aucune pitié. Noah n'a aucun problème avec cela, et l'empereur ordonne au Premier ministre de s'assurer que la loi est respectée dans la punition des rebelles. Toute la cour commence à louer Noah d'avoir osé s'opposer à l'empereur et de corriger son erreur, le glorifiant déjà comme une future légende. Même l'empereur est fier que Noah lui ait tenu tête, et il décide de le récompenser pour l'avoir empêché d'enfreindre la loi. Il réfléchit un instant, puis décide de récompenser Noah d'un titre. L'empereur affirme que si n'importe lequel de ses enfants peut lui tenir tête, c'est une autre chose s'ils le font pour la bonne raison. Noah a fait exactement cela, et a montré à toute la cour à quel point il était intelligent et courageux. C'est pourquoi l'empereur lui décerne le titre de prince sage, et le changement est immédiatement reflété dans la fenêtre de statue de Noah. L'empereur va même jusqu'à dire que si Noah était né il y a 10 ans, cela aurait été encore mieux. Mais il ne dit pas clairement qu'il aurait été un prétendant au trône. La cour se met soudain à acclamer Noah en entendant cette déclaration, puis l'empereur l'interroge sur les préparatifs du prochain examen de sélection des chevaliers. Noah demande la permission de partager ses plans plus tard, et l'empereur acquiesce. Une fois les délibérations de la cour terminées, ils se rendent près d'une fontaine, où Noah commence à siroter du thé, tandis que 4 serviteurs l'entourent, des seaux d'eau à la main. Au signal de Noah, ils essaient de l'éclabousser et de le mouiller. Mais Noah utilise simplement le bouclier de son anneau pour
arrêter leurs attaques. L'empereur ne comprend pas ce que cela signifie. Alors Noah lui dit qu'il va demander à tous les participants de l'attaquer ainsi et de juger leurs compétences en fonction de la proximité de leur attaque. L'empereur est impressionné par cette méthode innovante, mais il pense qu'il y a des risques. Noah déclare avec confiance qu'il s'occupera de quiconque sera assez fort pour briser ses défenses, et l'empereur est une fois de plus impressionné par lui. Plus tard cette nuit-là, l'empereur se rend dans la salle du trône avec le Premier ministre, qui pense que sa remarque selon laquelle les choses auraient été différentes si Noah était né plus tôt était inutile devant la foule. L'empereur en rit, disant qu'il le pensait vraiment, car Noah est vraiment spécial. Cependant, il est aussi un peu préoccupé par la formidable puissance de Léviathan. Bien que sa véritable puissance soit encore scellée, il ordonne à son serviteur d'apporter un trésor spécial, pensant qu'il est dit que le véritable sceau de Léviathan ne doit jamais être brisé. Mais peut-être que Noah peut contrôler toute la puissance de l'épée légendaire. Quelques jours plus tard, l'examen de sélection des chevaliers commence dans toute sa splendeur et des participants de tout le pays viennent montrer leurs compétences. Toute la population de la capitale est également présente pour assister à l'examen de sélection, car c'est pour eux comme la Coupe du Monde. Et beaucoup d'entre eux ont mis toutes leurs économies sur leur guerrier préféré. Un participant, qui a l'air d'avoir passé la nuit sous la pluie, s'avance pour prouver sa valeur. Dès qu'il atteint l'arène, il s'agenouille devant Noah, qui sirote son thé sans le moindre souci. Le guerrier tire son épée et la fait tournoyer pour échauffer ses poignets, puis attaque Noah. Cependant, Noah active immédiatement les boucliers de son anneau, bloquant l'attaque du participant. Il continue d'essayer de changer d'angle pour lui porter un coup, mais le bouclier s'ajuste en conséquence et l'homme ne parvient à rien faire. Après quelques coups, son épée se brise en deux et les arbitres annulent l'épreuve. Ainsi, un autre guerrier échoue à percer les défenses impénétrables de Noah, et la foule se demande si quelqu'un pourra réellement atteindre le prince sage qui risque de mourir d'une overdose de thé avant que quiconque ne l'atteigne. L'empereur observe également l'épreuve de loin avec son assistant personnel qui lui dit que le peuple est bien plus enthousiaste pour l'examen de sélection des chevaliers de cette année par rapport aux autres années. Il dit que cela doit être parce qu'un prince prend personnellement des risques pour juger les guerriers, mais l'empereur ne se soucie pas de broutilles pareilles. Il dit que la seule chose qui compte est la sélection de guerriers capables, et il est impatient de voir quel genre de personnes Noah présélectionnera. Peu après, c'est au tour d'un mage, et il déchaîne une puissante explosion de feu vers Noah. La foule se tait en voyant son attaque terrifiante. Mais quand le mage se fatigue, Noah émerge indemne car il a utilisé une barrière magique pour se protéger. Le participant tombe à genoux tandis que la foule acclame son prince. Noah est un peu déçu car c'est le soir, et il a bu plus de thé qu'une famille anglaise en un an, mais il n'y a eu aucun participant remarquable. C'est alors que l'arbitre annonce que c'est au tour du dernier participant de la journée, et une jolie blonde aux yeux rouges monte sur l'arène. Elle a l'air anxieuse et essoufflée, mais au moment où elle tire son épée et prend sa position, quelque chose dans son attitude change. Elle fonce pour attaquer Noah, qui invoque immédiatement son bouclier, et pour changer, l'attaque de la jeune fille traverse son bouclier. Elle n'a pas fini, et elle pousse fort jusqu'à ce que le bouclier de Noah soit brisé et que son épée le frappe à la poitrine. La foule halète bruyamment en voyant son prince blessé, et les chevaliers détiennent immédiatement la jeune fille. Ils pensent que puisqu'elle a blessé un prince, elle sera sévèrement punie. Mais Noah se lève et leur dit de laisser la jeune fille, qui se présente comme Shirley Grant. Noah lui dit qu'elle a réussi et tout le monde est stupéfait d'entendre cela. Surtout Shirley, qui ne peut pas croire que le prince lui pardonne même si elle l'a poignardé. Plus tard, Noah appelle Shirley dans sa chambre et dit que son armure est vraiment belle. Elle le remercie et dit qu'elle a été transmise dans sa famille depuis des générations. Ne pouvant contrôler sa curiosité, elle demande à Noah ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'elle avait réussi le test, car il devrait plutôt distribuer des punitions. Noah lui dit qu'elle n'est pas coupable d'avoir blessé un noble car il l'avait demandé. Il lui ordonne de l'attaquer à nouveau avec le même mouvement, et Shirley se demande si elle n'a pas touché un nerf qui a rendu le prince idiot. Cependant, il lui dit que si elle est chevalier, elle doit obéir au commandement de son maître, et elle se lève immédiatement et prend sa position. Elle se jette sur Noah avec la même attaque qu'elle a utilisée plus tôt, et il invoque son bouclier pour la bloquer. Cette fois, l'attaque de Shirley ne peut pas percer son bouclier, quelle que soit la force qu'elle utilise, et Noah la repousse nonchalamment en rétractant le bouclier. Il lui dit que s'il l'avait voulu, il aurait pu utiliser ce bouclier pendant le test. Et cela aurait sûrement bloqué son attaque, ce qui signifie qu'il aurait pu éviter d'être blessé s'il l'avait voulu. Noah dit à Shirley que le devoir d'un chevalier est de suivre les ordres de son seigneur. Et il voulait voir si quelqu'un avait la force et le cran de suivre son seul ordre, qui était de l'attaquer de toutes ses forces. Il n'a aucune utilité pour un chevalier qui se retient par peur, et puisque Shirley a obéi à l'ordre de l'attaquer même après l'avoir blessé une fois, il a compris qu'elle avait ce qu'il fallait pour être son chevalier.
Shirley est totalement émue par sa détermination et sa logique, et elle s'agenouille immédiatement, jurant sa loyauté éternelle à Noah pour le reste de sa vie. Il est heureux d'entendre cela, car même si ce type de serment n'est pas considéré comme officiel, il signifie beaucoup venant d'un chevalier de caractère. C'est alors que Zoé arrive avec le docteur, qui commence à examiner la blessure de Noah. Il dit que ce n'est qu'une égratignure, et la guérit immédiatement, ce qui choque Shirley. Elle remarque qu'ils n'ont pas de médecin dans leur village. Elle n'a donc jamais vu personne guérir une coupure avec une technique médicale appropriée. Noah est curieux et demande comment les gens qui n'ont pas les moyens d'un médecin se font soigner, et Shirley répond qu'il demande à l'ancien du village de prier pour eux ou de chasser leur maladie par des rituels. Le docteur Chauve commente que c'est assez courant chez les gens pauvres et incultes. Et Noah lui demande si le moyen le plus rapide de devenir médecin est de commencer comme apprenti d'un vrai médecin. Le docteur affirme et Noah donne immédiatement à Shirley son premier travail. Il lui demande d'amener les personnes les plus intelligentes et les plus travailleuses de son village, puis demande au docteur de les prendre comme apprentis. Le docteur accepte sans hésitation, mais Shirley est stupéfaite par le geste de Noah. Elle s'incline pour le remercier, et Noah lui dit d'apprendre les bonnes manières des chevaliers, car aucun chevalier ne s'incline ainsi. Le lendemain matin, Shirley se réveille, dans la chambre qui lui est attribuée dans le manoir de Noah. Et elle nous offre à tous une petite routine matinale avant de se rendre au travail. Elle croise Zoé en chemin, qui lui demande si elle a bien dormi. Et Shirley dit que même si la chambre était très agréable, elle n'a pas beaucoup dormi. Elles commencent à bavarder en marchant ensemble, et bientôt, elles croisent des servantes qui bavardent et gloussent au lieu de travailler. Zoé leur demande ce qu'elles font et les servantes répondent qu'elles s'adonnent à leur passe-temps favori. Devinez quel genre de fille Noah épousera. Shirley est choquée d'entendre cela et leur rappelle que Noah n'a que 6 ans actuellement. Mais les servantes lui disent que la plupart des princes se sont mariés avant l'âge de 15 ans dans leur empire. Elle croit que Noah est le célibataire le plus convoité de l'empire en ce moment et qu'il y a beaucoup de cafés ouverts près de son manoir. Parce que beaucoup de filles viennent l'apercevoir chaque jour. Les servantes disent donc que tout le monde aime Noah, y compris Zoé qui rougit en entendant cela. Les servantes commencent à la coincer, disant qu'elle a même commencé à apprendre la magie récemment pour impressionner Noah. Et elle balbutie en répondant qu'elle veut juste être utile à son maître. Elle s'éloigne en hâte avec cela, et tandis que les servantes la trouvent adorable, Shirley ne peut que la fixer. Plus tard, elle se rend au bureau de Noah, alors qu'il reçoit un rapport d'un chevalier expérimenté sur l'examen. Le capitaine remarque que tous les nouveaux chevaliers choisis par Noah sont excellents, et leurs chefs d'escouade sont vraiment reconnaissants. Noah signe les documents, et dit au chevalier que cela n'aurait pas été possible sans l'aide d'hommes dévoués comme lui. Noah demande ensuite à Shirley de raccompagner le chevalier. Elle s'agenouille devant lui alors qu'il s'apprête à partir. Le chevalier est surpris et lui dit que cette formalité est inutile car ils sont tous deux du même rang. Il réalise soudain que Noah a envoyé la jeune fille avec lui pour qu'elle apprenne les étiquettes chevaleresques et il lui conseille de rester auprès du prince car elle ne trouvera pas de meilleur maître. Peu après, Noah organise une fête où Holly se produit et hypnotise tout le monde avec ses chansons. Alan et Cindy s'agenouillent en lit devant lui et le remercient de les avoir invités. Noah répond qu'il a organisé cette fête spécialement pour les remercier de leur aide dans la réussite de l'examen de sélection des chevaliers. Il leur dit que tous les invités sont des marchands ayant des liens étroits avec lui, et Alan décide de nouer de précieuses relations. Juste à ce moment, Zoé arrive avec une lettre adressée à Noah. Elle se sent un peu mal à l'aise de la lui donner, car le nom de l'expéditeur n'y figure pas. Noah quitte la fête avec Shirley et Zoé pour ouvrir la lettre. Zoé raconte que la personne qui a livré la lettre l'a laissée tomber, et s'est enfuie dès qu'elle a vu les gardes, ce qui rend tout le monde méfiant. Shirley lui dit que cela pourrait être dangereux et qu'elle devrait l'ouvrir elle-même. Mais Noah vérifie avec Léviathan et constate que la lettre est sûre. Elle contient des informations top secrètes. Les rebelles restants complotent quelque chose. Et Noah réalise qui a déniché ces informations pour lui. Il est sûr que le chevalier qui a risqué sa vie plutôt pour le prévenir de la rébellion doit toujours être en mission. Zoé et Shirley sont impressionnés par sa loyauté et son dévouement. Noah, cependant, pense que le chevalier est plus bête que brave. Parce qu'être un espion n'est pas facile sans une formation adéquate, il contacte immédiatement Henry pour qu'il s'occupe de l'affaire et arrête le chevalier. Mais quand il reçoit une réponse de son frère aîné, Noah se sent accablé de culpabilité, car ses pires craintes se sont réalisées. L'apprenti espion a été capturé par les rebelles et torturé, mais il a refusé de parler. Heureusement, les hommes d'Henry l'ont tiré d'affaire avant qu'il ne perde la vie, mais il est toujours dans un état critique. Noah pense que tout cela est de sa faute, car s'il avait un solide réseau de renseignements, le chevalier n'aurait pas eu à risquer sa vie. Il envoie immédiatement Zoé organiser les meilleurs soins médicaux pour le chevalier, car il ne peut pas laisser mourir un homme aussi loyal. Le lendemain, Noah se rend au marché et emmène Shirley comme garde. Elle est constamment distraite par les boutiques, car de telles choses n'existent pas dans son petit village. Noah lui rappelle d'être toujours vigilante, car elle est en service
Et Shirley fait de son mieux pour ignorer toute distraction. Elle demande à Noah s'il est là pour acheter quelque chose, et il répond qu'il veut acheter un cadeau pour Henry, car il l'a aidé à secourir le chevalier. Noah se rend dans une boutique de cadeaux chic et demande au marchand un article digne d'un prince. Le marchand sort immédiatement des bijoux rares et d'autres objets précieux qui font tomber la mâchoire de Shirley, mais Noah n'est pas vraiment intéressé par tout cela. Il remarque un objet couvert d'un tissu et demande au commerçant de le lui montrer. Le marchand retire immédiatement le tissu pour révéler une magnifique statue de déesse en verre. Noah est enchanté par la beauté de la statue et demande au marchand s'il est même possible de réaliser un design aussi complexe avec du verre. Le marchand répond que cette statue est l'œuvre d'un artisan légendaire décédé il y a longtemps. L'art de fabriquer de telles sculptures détaillées en verre a disparu avec l'homme, et à l'heure actuelle, il n'existe que 2 statues de ce genre dans le monde. Noah achète instantanément la statue pour Henry et donne au marchand 10 000 $ plus un bonus pour lui avoir apporté un objet aussi incroyable. Juste à ce moment, le 8e prince Oscar arrive également, et il est assez surpris de voir Noah là. Il dit qu'il est là pour trouver quelque chose d'intéressant quand soudain, ses yeux tombent sur la statue de verre. Il reconnaît immédiatement la statue et son créateur, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que le marchand trouve la seconde. Noah lui demande s'il sait où se trouve la première statue, et Oscar répond qu'il l'a. Dès que Noah entend cela, il saisit la statue et la brise sur le sol, laissant tout le monde stupéfait. Noah dit au marchand de se détendre, car il recevra toujours son paiement et de l'argent supplémentaire pour couvrir les frais de nettoyage. Il dit qu'il y a une énorme différence entre avoir 2 copies d'une œuvre d'art et en être la pièce unique, et c'est ce qu'il vise. Il dit au marchand de faire courir le bruit que la 2e statue de déesse qu'il a trouvée a été brisée. Et maintenant, il n'en reste plus qu'une seule au monde. Cela augmentera énormément la valeur de la statue d'Oscar. Et le 8e prince est stupéfait par la brillance de Noah. Peu après, Noah rentre chez lui, et Shirley remarque que depuis qu'elle le sert, elle va de surprise en surprise. Elle affirme ne pas comprendre pourquoi Noah a brisé cette statue inestimable, et il répond que ce n'était qu'un objet, et que les objets ne peuvent jamais être de véritables trésors. Noah dit que le vrai trésor, ce sont les amis que l'on se fait en chemin, et aussi les gens prêts à risquer leur vie pour lui. C'est particulièrement vrai dans son cas, car ses statistiques augmentent en fonction de ses relations avec les gens qui l'entourent, et rendre un énorme service à Oscar lui a donné un coup de pouce significatif. Shirley est émerveillée par son idéologie, et Noah lui dit alors qu'elle fait aussi partie de son trésor. La vie de Noah en tant que prince génial continue après cela, et 6 ans passent en un éclair, et le prince de 12 ans est prêt pour de nouveaux défis et opportunités. Noah est assis seul à la table du petit déjeuner pendant que Zoé le sert, mais son attention est portée sur la nouvelle femme de chambre nommée Jiggy, occupée à regarder par la fenêtre. Noah lui demande si quelque chose la tracasse, et elle répond que la file de personnes apportant ses cadeaux d'anniversaire est toujours en pleine effervescence, même après 3 jours. Noah comprend pourquoi cela a laissé sa nouvelle femme de chambre si perplexe, et Zoé lui dit que l'année dernière, les cadeaux ont continué d'arriver pendant une semaine entière. Jiggy panique en entendant cela, et Noah explique qu'il ne peut pas simplement recevoir les cadeaux et en finir. Il doit soigneusement faire une liste de chaque cadeau et de son expéditeur, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi il a l'une de ses femmes de chambre les plus fiables, Evelyn, sur le coup. Et il peut se la couler douce grâce à elle. Après avoir terminé son petit déjeuner, Noah se dirige vers le quartier général du ministère des Affaires militaires, l'empereur l'ayant personnellement affecté à y travailler. Il arrive dans le bureau du ministre des Affaires militaires, qui n'est autre que le 4e prince Henry. Henry et un chevalier accueillent le Noah avant de passer aux choses sérieuses. Henry dit qu'ils ont reçu un ordre impérial d'envoyer une armée sous le commandement du capitaine chevalier Rias pour réprimer une rébellion dans les régions du sud de leur empire. Les barbares, qui se rebellent contre eux, sont trop confiants et impitoyables. C'est pourquoi ils prévoient de les écraser de toute leur force. Mais Henry veut l'avis de Noah, avant d'agir. Son plan a du sens pour Noah, qui regarde Rias, un subordonné direct d'Henry, et un chevalier qui a prouvé ses compétences de nombreuses fois sur le champ de bataille. Noah pense qu'ils peuvent pas faire confiance à Rias pour cette tâche. Mais avant cela, il lui pose une seule question sur le nombre de soldats qu'il emmène réellement avec lui. Le chevalier commence à suer et hésite à donner une réponse, ce qui énerve Henry, qui exige une explication immédiate. Rias tombe à terre et implore pardon, mais Noah calme Henry, disant que ce n'est rien de grave. Il rappelle à Henry que les généraux en guerre reçoivent des fonds de la cour impériale en fonction du nombre de soldats qu'ils emmènent, mais certains généraux incluent des marchands et d'autres aident lors de l'établissement de la liste pour obtenir plus de fonds qu'ils peuvent empocher. Rias s'excuse à nouveau auprès d'Henry, furieux de sa tactique cupide, mais Noah demande aux 2 hommes de se calmer un peu. Il dit à Rias qu'il est tout à fait dans son droit s'il veut embaucher plus de personnes pour aider son armée et qu'il peut prendre une petite part des fonds pour lui-même. Henry réalise aussi que s'ils enregistrent des non-soldats, ils peuvent se vanter d'avoir une armée plus grande qu'en réalité, ce qui effraiera leurs ennemis.
Il félicite Noah d'avoir découvert le détournement de fonds de ses subordonnés et comment cela peut avoir un impact positif sur la guerre. Cependant, Noah lui dit qu'ils ne peuvent pas utiliser cette méthode pour tromper leur ennemi cette fois-ci, car l'empereur leur a ordonné une victoire sans faille et ils ne peuvent prendre aucun risque. Il demande à Rias combien de non-soldats il a enregistrés pour la guerre, et le chevalier effrayé répond qu'il a ajouté environ 2000 non-soldats. Noah lui ordonne de trouver rapidement un nombre égal de vrais soldats, et Rias n'a d'autre choix que d'accepter son ordre. Après cela, Noah écrit une note pour le ministère des Finances et dit à Rias de la leur donner. La note lui procurera un financement équivalent à 2000 soldats pour des dépenses diverses, et Rias pourra garder tout cet argent pour lui. Le capitaine chevalier ne comprend pas pourquoi il reçoit de l'argent pour être corrompu. Mais Noah lui dit froidement qu'en échange de cet argent supplémentaire, il devra livrer une victoire parfaite. Henri est impressionné par la façon dont Noah utilise toutes les méthodes possibles pour motiver ses subordonnés, et alors qu'il rentre chez eux, il demande à son petit frère s'il n'a pas encore connu la guerre. Noah affirme et regarde ses statistiques, qui sont toujours au niveau 1, car il n'a jamais livré de vraie bataille. Dans l'Empire, la plupart des enfants royaux meurent jeunes. Et même si les raisons officielles sont toujours une maladie quelconque, ils sont la plupart du temps assassinés par d'autres royaux qui veulent plus de pouvoir. C'est pourquoi tous les enfants royaux sont considérés comme très précieux, et ils ne partent jamais en guerre avant d'être adultes, sauf si l'empereur leur en donne directement l'ordre. Henri dit à Noah qu'il a déjà 12 ans, et qu'il devrait acquérir une certaine expérience du combat réel. Noah répond qu'il se précipitera sur le champ de bataille dès que l'empereur l'ordonnera, et Henri lui dit qu'il n'aura pas beaucoup de difficultés puisqu'il manie une épée magique légendaire. Juste à ce moment, la calèche d'Henri s'arrête brusquement alors qu'une jeune fille court devant elle. Elle supplie quelqu'un de la sauver, et bientôt un groupe d'enfants sortent aussi des ruelles sombres. Derrière eux se trouvent des voyous qui veulent les capturer et les envoyer sur une île de sinistre réputation. Ils attrapent les filles et tentent de les emmener quand Noah sort et leur ordonne d'arrêter. Les voyous ne réalisent pas à qui ils parlent et disent à Noah de retourner boire le lait de sa maman. Noah n'est pas intimidé par leurs faibles insultes et leur demande leur numéro d'enregistrement, car le commerce d'esclaves non enregistrés est illégal dans l'Empire. Les voyous se tournent vers la violence en étant interrogés, mais Noah invoque rapidement Léviathan et les frappe, les assommant sans les tuer. Tout le monde est impressionné par son habileté, même s'ils ne le reconnaissent pas vraiment. Noah s'approche des enfants pour les réconforter, quand soudain, un vieil homme frêle sort de l'ombre et le salue. Il déclare ouvertement qu'il est le cerveau derrière le trafic d'esclaves et avertit Noah qu'il ne devrait pas s'en prendre à lui, car il a le soutien du premier prince Gilbert. Noah réalise que ce vieil énergumène doit être un des complices de ces trafiquants notoires pour être si rusé et audacieux. Et il se demande comment gérer la situation maintenant. Le vieil homme lui dit de laisser les filles et de faire comme s'il n'avait rien vu. Mais Noah ne peut pas transiger là-dessus. Il demande à Henri s'il connaît ce type, et celui-ci nie avoir jamais vu sa sale gueule à faire vomir. Noah dit qu'il ne sait pas non plus qui il est, et juste au moment où le vieil homme tente de s'expliquer, il utilise l'énergie maudite de Léviathan pour l'assommer. Noah déclare alors à voix haute que même des vauriens sans nom prétendent travailler pour le premier prince de nos jours. Il dit que les gens ordinaires pourraient être dupés par lui, mais que lui et son frère ne se laisseront pas berner. Le public croit ce que dit Noah après qu'un homme l'ait identifié comme le prince sage. Noah ordonne alors aux soldats de traîner ces hommes à la résidence du premier prince et de lui dire qu'ils utilisaient son nom à tort. Pendant ce temps, il décide d'emmener les enfants chez lui pour les réconforter comme un bon samaritain. Henri est impressionné par la vivacité d'esprit de Noah et il explique que si les hommes travaillaient vraiment pour Gilbert, il ne pouvait pas les tuer. Mais il ne pouvait pas non plus laisser le peuple voir un prince assister à un trafic d'esclaves illégal et ne rien faire. C'est pourquoi il les a fait passer pour des imposteurs et les a livrés à Gilbert, qui s'en débarrassera probablement comme de vulgaires déchets. Plus tard, alors que Noah et Henri dînent, le majordome vient leur annoncer une nouvelle importante. Henri lui demande ce qui s'est passé et Noah répond qu'un messager du premier prince Gilbert est venu livrer un message concernant les voyous qu'ils ont attrapés. Gilbert les a remerciés d'avoir attrapé les imposteurs, utilisant son nom, et a dit qu'il se préparait à les envoyer au tribunal pour une punition appropriée, mais ils ont bu du poison et ont mis fin à leur jour. Personne ne sait que ce sont des balivernes et que Gilbert a fait taire ces types lui-même. Il demande à Henri si Gilbert dirige vraiment une entreprise d'esclavage clandestine, et il affirme, disant que Gilbert mène une vie de luxe et gaspille de l'argent sans discernement. Il doit donc avoir des affaires illégales en cours. Noah ne peut pas blâmer son frère aîné de gaspiller de l'argent, car étant le premier prince, il est le fils d'une concubine et ne pourra jamais devenir le prochain empereur. Noah pense que le commerce d'esclaves et les domaines privés qu'il possède ne sont qu'une couverture pour quelque chose de bien plus sinistre. Et Henri est stupéfait de la rapidité avec laquelle son frère de 12 ans a compris cela. Le lendemain, Noah dit aux enfants qu'il a secouru, qu'il a fait jouer ses relations, et qu'ils sont maintenant libres de rentrer chez eux. Cependant, les enfants n'ont pas de foyer où retourner, car ce sont leurs familles qui les ont vendus en premier lieu. Noah réalise que s'ils y retournent, leurs familles les revendront.
Alors il décide de les prendre sous son aile. Il ordonne au majordome d'organiser des chambres et des emplois pour eux. Et si quelqu'un veut étudier, il doit aussi s'en occuper. La chef des filles est stupéfaite en entendant cela et demande à Noah s'il va les acheter. Il répond qu'il ne les achète pas et qu'elles sont libres de le quitter quand elles le souhaitent. Mais si elles restent avec lui, il ne tolérera aucune trahison. Le majordome leur dit de remercier Noah et les emmène ensuite. En les regardant partir, Noah se souvient de sa philosophie selon laquelle les gens sont des trésors, et cela lui rappelle quelque chose qu'il avait l'intention de faire depuis longtemps. Il convoque Evelyn à son bureau, et elle commence à rapporter que tous ses cadeaux d'anniversaire ont été collectés. Noah répond qu'il le sait déjà, puis lui glisse une enveloppe. Evelyn est curieuse, et Noah lui dit qu'elle est renvoyée de son service afin qu'elle puisse devenir une fonctionnaire du gouvernement en charge d'une région de son territoire. Evelyn ne sait pas comment réagir en étant promue mère alors qu'elle était femme de chambre, et Noah dit qu'elle est la plus intelligente de ces femmes de chambre, et que le simple fait de le servir est un gaspillage de son talent. Evelyn est prête à refuser la promotion juste pour servir Noah. Mais il lui dit que si elle se révèle être une bonne administratrice, les gens le loueront peu d'avoir un bon œil pour les talents par l'empereur, qui a entendu comment il avait défendu l'honneur de Gilberte et de travailler Noah répond que tout cela n'était qu'une coïncidence, qu'elle avait besoin car son seul but était de secourir les enfants et de capturer les criminels. Il réalise que Gilberte a lui-même rapporté l'affaire à l'empereur pour éviter toute réaction négative et aussi pour paraître innocent aux yeux de tous. L'empereur dit alors qu'il est regrettable qu'ils aient encore de si sales criminels en liberté dans ce monde. Il demande à Noah quelle est la punition pour eux et il répond que selon la loi, le chef doit avoir le bras droit sectionné et tous les autres doivent être envoyés servir l'armée aux confins de l'Empire. L'empereur dit que Noah a affronté les criminels ouvertement et les a arrêtés. Mais si c'était lui, il se serait infiltré et se serait fait battre par les criminels pour les prendre en flagrant délit. Le Premier ministre plaisante en disant que ce serait un crime contre la famille impériale et que les criminels seraient exécutés, et pendant que tout le monde rit, Noah décide de vérifier les faits. Il dit que si l'empereur est sous couverture et que le criminel ne sait pas qui il frappe, ce sera une simple agression, et non un crime contre la famille impériale. La cour se tait en entendant cela, et Noah sent qu'il est allé trop loin en corrigeant le Premier ministre dans une situation hypothétique. Cependant, avant qu'il ne puisse s'excuser, l'empereur rit et dit au Premier ministre qu'il a gagné le pari. Noah est maintenant confus, alors l'empereur lui dit qu'il a parié avec le Premier ministre pour voir si Noah pouvait corriger ses erreurs en matière de compréhension de la loi. Noah se demande à quoi bon le tester, et sa réponse arrive instantanément lorsque l'empereur le nomme nouveau ministre de la Justice. La cour est en effervescence en entendant cela, et ils acclament Noah, disant qu'il n'est que le deuxième prince après Henri à être nommé ministre. Noah ne sait pas comment réagir, mais l'empereur et le Premier ministre sourient et échangent un regard satisfait, ce qui ne fait que le troubler davantage. Plus tard cette nuit-là, il va profiter du chant d'Ali, mais son esprit est toujours occupé par ce qui s'est passé à la cour. Il pense qu'il y a une raison plus profonde derrière la nomination de l'empereur en tant que ministre de la Justice. Cependant, il décide que trop réfléchir ne mènera à rien pour l'instant et décide de profiter du spectacle à la place. Au même moment, l'empereur reçoit un rapport inquiétant du Premier ministre et il décide de le laisser gérer cela car il doit s'occuper d'une affaire encore plus importante qu'il ne peut plus retarder. Le lendemain, Noah se rend au ministère de la Justice qui sera son nouveau bureau. Shirley ouvre la porte de la calèche et Noah marche devant les employés du ministère de la Justice qui l'attendent avec impatience. Une fois arrivé à son bureau, le vice-ministre Vinny le salue et Noah pense qu'il doit être très talentueux et travailleur pour avoir atteint ce poste à un si jeune âge. Noah l'interroge sur le profil de poste du ministre de la Justice et Vinny lui dit qu'il a deux fonctions principales. La première tâche est de coordonner tous les tribunaux de l'Empire des Miroirs et la seconde est de traiter directement les crimes graves comme la rébellion qui a eu lieu sur son territoire il y a 6 ans. Noah demande à Vinny s'il agit aussi comme juge dans certains cas et il affirme. La question suivante de Noah le prend au dépourvu, car il demande au vice-ministre combien d'argent il reçoit en pot de vin annuellement. Vinny commence à suer en niant avoir jamais accepté un pot de vin, mais Noah lui dit qu'il est cool avec ça et qu'il veut juste savoir combien d'argent il gagne. Il promet qu'il oubliera tout une fois qu'ils auront quitté la pièce, et Vinny décide de lui faire confiance. Il déclare qu'il n'est pas aussi corrompu que le reste des fonctionnaires ici, donc il accepte à peine plus de 1000 $ en pot de vin annuellement. Pendant ce temps, les gens qui travaillent sous ses ordres prennent 10 fois plus de pots de vin que lui. Mais il ne peut pas suivre leur rythme à cause d'une règle qu'il s'est imposée. Il dit à Noah qu'il n'accepte pas de pots de vin dans les affaires de meurtre, car elles sont trop faciles à démasquer, et si l'accusateur est aussi une personne violente, il pourrait devenir lui-même une victime. Pour clore sa déclaration,
Vinet affirme n'accepter de pot ou de vin que dans les affaires dont l'issue est incertaine. En entendant cela, Noah lui rédige aussitôt une nouvelle fiche de paie, lui octroyant un salaire annuel de 5000 $, soit 10 fois ce qu'il gagne en poste 20 sur une année entière. Vinny est sidéré. Noah lui explique qu'en échange, il n'acceptera plus aucun pot de vin tant qu'il travaillera ici. Vinny comprend alors pourquoi l'empereur a nommé un gamin de 12 ans ministre de la Justice. Il refuse l'augmentation, assurant à Noah qu'il cessera d'accepter des potents de vie même sans cet incitatif. Il jure de servir loyalement la cause de Noah désormais, et bien que Noah se méfie un peu de ses arrière-pensées, il obtient un sacré coup de pouce à ses statistiques en faisant de lui un subordonné, alors il l'accepte comme tel. Plus tard cette nuit-là, Oscar organise une somptueuse fête dans son jardin pour féliciter Noah d'être devenu ministre. Noah le remercie pour la fête, et Oscar lui répond qu'il est vraiment ravi que Noah soit le deuxième prince-ministre, après Henri, durant les 50 ans de règne de leur père. Noah demande s'il y a une raison particulière pour laquelle leur père l'a nommé ministre de la Justice. Oscar répond nonchalamment que l'empereur le favorise beaucoup. Noah ne peut le contredire, car Henri avait accompli de nombreux exploits sur le champ de bataille pour devenir ministre de la guerre. D'un autre côté, il n'a encore rien fait qui lui donne le sentiment de mériter ce poste de ministre de la Justice. Cependant, autre chose le préoccupe. Il demande à Oscar s'il se souvient de l'histoire de leur empire, jadis au bord de la destruction par des forces internes. Oscar se souvient de l'histoire. La raison était que le prince héritier était désigné à la naissance, et les autres princes ne prenaient même pas la peine d'essayer. Ils menaient une vie de plaisir, dilapidant les finances de l'empire tout en créant des problèmes. L'empereur a donc changé le système. Il s'est assuré de donner à tous les princes un territoire à gouverner, ainsi qu'une éducation de qualité, afin qu'ils deviennent des dirigeants capables. Oscar demande à Noah pourquoi il évoque cela maintenant, et il répond que l'empereur a peut-être d'autres intentions en le nommant ministre. Oscar est choqué de réaliser que Noah soupçonne leur père de vouloir faire de lui le prince héritier, d'une manière ou d'une autre. Il se lève brusquement, interrompant les célébrations, et à ce moment précis, son majordome arrive pour lui remettre un message. Ce message ramène Oscar à la réalité. Il dit à Noah que sa théorie était juste, il vient d'apprendre que l'empereur va le nommer ministre des Finances demain. Et il fait probablement tout cela pour mettre la pression sur Albert afin qu'il se bouge un peu. Dans une autre partie de la ville, une escouade de gardes royaux prend d'assaut un bâtiment et arrête un ministre et ses complices qui tramaient un complot contre l'empereur. Le premier ministre en informe l'empereur, expliquant que le ministre a avoué vouloir forcer le roi à abdiquer pour que le prince héritier Albert puisse monter sur le trône. L'empereur comprend qu'Albert est prince héritier depuis 30 longues années et qu'il doit sentir qu'il était grand temps qu'il s'installe enfin sur le trône. Cependant, aucune preuve ne l'implique dans cette conspiration et l'empereur ne peut rien faire contre lui. Il interroge ensuite le Premier ministre sur l'affaire concernant Oscar et apprend qu'Oscar avait déjà une idée de ce qui allait se passer. L'empereur est surpris d'entendre cela, mais dès qu'il apprend que Noah était avec lui, il attribue immédiatement le mérite du décryptage de son plan au plus jeune prince. Il déclare que ses fils aînés, Gilbert et Albert, ne sont pas assez capables de diriger ce pays, et son espoir repose sur Henri, Oscar et Noah. Il sera heureux que n'importe lequel d'entre eux monte sur le trône, pourvu qu'il surmonte ses épreuves. Le lendemain, Noah reçoit un rapport sur la conspiration contre l'empereur. Il est censé agir en tant que juge dans cette affaire. Vinny lui demande ce qu'il devrait faire, et Noah sait que la raison de son hésitation est que tout pointe vers Albert dans cette conspiration, mais ils n'ont pas de preuves concrètes contre lui. Personne ne sait qu'il existe des dispositions pour que les membres de la famille impériale reçoivent des peines légères, mais s'ils tentent de renverser l'empereur, ils seront exécutés en étant coupés en deux. Cependant, exécuter le prince héritier pour rébellion contre l'empereur ébranlerait tout l'empire, et Noah sait que son père ne voudrait pas cela. Il perçoit bien que l'empereur ne souhaite pas que le nom d'Albert apparaisse dans cette affaire. Mais si l'interrogatoire se poursuit, quelqu'un pourrait vendre la mèche et tout révéler. Avec tout cela en tête, Noah rend son jugement et se dirige directement vers le bureau de l'empereur pour lui annoncer le verdict. Il déclare que tous les conspirateurs seront immédiatement exécutés, et l'empereur est satisfait de cette décision. Noah sait que d'habitude, les criminels sont exécutés le jour annuel des exécutions, mais il peut user de son pouvoir de ministre de la Justice pour accélérer ce processus afin que le nom d'Albert ne soit pas mentionné. L'empereur est ravi d'entendre cela, et il ordonne immédiatement à son serviteur d'ajouter 1000 $ au salaire annuel de Noah. Il lui tapote personnellement le dos et lui dit de continuer à faire un travail aussi exceptionnel, rendant Noah encore plus certain que tout cela concernait Albert. Sur ce, Noah retourne au ministère de la Justice, où Shirley accourt vers lui pour l'alerter d'une urgence. Noah trouve les chevaliers gardant le ministère terriblement blessés, l'un d'eux étant même décédé. L'autre chevalier lui dit que les intrus sont toujours à l'intérieur. Noah dit à Shirley de contacter Henri pour du renfort, mais il réalise alors que le timing de cette attaque
est louche. Il change de plan et dit à Shirley de rassembler leurs alliés et de barricader le ministère, ne laissant personne entrer ou sortir, sauf lui. Il dégaine Léviathan et entre dans le bâtiment, y trouvant d'autres soldats morts et des fonctionnaires terrifiés. Noah dit à tout le monde de se faire discret et trouve bientôt l'un des intrus en train de poignarder un fonctionnaire. Il fonce sur l'intrus et le neutralise rapidement. L'attaquant tente de s'empoisonner pour se suicider, mais Noah utilise ses boucliers anneaux pour l'empêcher de l'ingérer. Juste à ce moment, 3 autres intrus arrivent et chargent Noah, qui en fait rapidement son affaire grâce à ses talents d'épéiste géniaux. Il les empêche également de boire le poison, et peu après, Vinny arrive en courant. Il est stupéfait de voir que Noah a vaincu tout le monde à lui seul, mais Noah veut connaître le nombre de victimes. Vinny lui dit qu'à part leur garde, tous les rebelles qu'ils avaient capturés l'autre jour sont morts, et Noah réalise immédiatement que ces hommes sont des assassins envoyés par Albert pour éliminer les témoins gênants. Il se coupe aussitôt avec Léviathan, choquant Vinny. Cependant, Noah lui dit que ce sont les assassins qui ont fait ça, et lui demande quelle est la punition pour avoir gravement blessé un prince. Vinny répond que les assaillants sont exécutés immédiatement, et Noah lui dit de procéder ainsi. Il reçoit ensuite des soins pendant que Vinny revient l'informer que l'exécution est terminée. Noah est content d'avoir empêché les assassins d'être arrêtés et de cracher le nom d'Albert, et maudit cet idiot de prince héritier pour son imprudence. Le lendemain, il est convoqué par l'empereur qui lui demande comment il se sent. Noah répond qu'il se sent mieux, maintenant, puis l'empereur lui demande si les assassins étaient vraiment assez habiles pour blesser quelqu'un comme lui. Noah savait que l'empereur poserait cette question car son réseau de renseignements lui aurait tout dit. Noah débite un baratin diplomatique sur l'état d'esprit plus important que les compétences, que seul le roi peut comprendre car ils sont sur la même longueur d'onde. Il affirme être vraiment fier de Noah et souhaite que tous ses fils soient comme lui. Noah est ravi d'entendre cela et après l'empereur l'invite à une promenade. Il parle de la façon dont 9 empereurs sur 10, considérés comme de grands souverains, ont eu une fin embarrassante. Noah réalise qu'il se compte parmi les grands souverains, ce qui est évidemment vrai, et si la conspiration d'Albert avait réussi, il aurait été humilié comme un vieil homme sénile incapable de contrôler ses propres fils. Il comprend aussi que l'empereur ne punit pas Albert, car même cela ternirait sa réputation d'empereur, ayant abandonné son prince héritier. Il a soudain une idée et demande une faveur à l'empereur. Il dit qu'il a nommé Henri, Oscar et lui-même ministre, ce qui est une nouveauté dans la longue histoire de l'Empire. Noah dit que certaines personnes pourraient trouver des défauts à ce système. Il devrait donc nommer quelqu'un pour les superviser et s'assurer qu'ils font bien leur travail. L'empereur pense pouvoir demander à son fidèle premier ministre de s'en occuper, mais Noah a d'autres plans. Il suggère que l'empereur nomme Albert comme prince premier ministre, car il est au-dessus des 3 en hiérarchie, et il pourrait les superviser et les coordonner. L'empereur se fâche de cette suggestion et dit immédiatement à Noah de rentrer chez lui et de se reposer jusqu'à ce que ses blessures soient complètement guéries. Il commence à s'éloigner, mais Noah lui rappelle alors que n'importe qui, avec 2 sous de jugeote, peut comprendre qu'Albert est devenu impatient après être resté prince héritier pendant 30 ans. Il lui faut juste un peu plus pour être satisfait, et Noah veut que l'empereur nomme Albert comme son représentant, tout en gardant le dernier mot sur les affaires lui-même. L'empereur pense que cela donnerait à Albert plus de pouvoir que n'importe quel ministre, ce qui ne serait pas une bonne chose, et il pourrait bloquer des affaires importantes. Noah a aussi une solution pour cela. Il dit que si les 3 princes ministres estiment qu'Albert a commis une erreur en rejetant une affaire importante, ils peuvent faire appel directement à l'empereur lui-même. De cette façon, Albert n'aura aucun pouvoir réel, mais il aura toujours un titre qui le fera paraître important. L'empereur est vraiment impressionné par cette idée de génie, et il remercie Noah de l'avoir soulevée. Il accepte de mettre en œuvre ce système bientôt, puis ébouriffe les cheveux de Noah, disant que c'est dommage qu'il ne soit pas né plus tôt. Noah comprend aussi que son père est un homme sage, qui saisit vite ce qui est le mieux pour son peuple, et plus son règne durera, plus les citoyens seront heureux. L'empereur déclare alors que Noah mérite une récompense pour son idée, et qu'aucune somme d'argent ne suffirait. Il dit à son assistant qu'il se dirige vers la salle du trésor, qui regorge d'objets inestimables de l'histoire de leur empire. L'empereur se souvient comment Noah avait jadis choisi l'anneau bouclier dans le trésor, et il lui demande de choisir un objet cette fois aussi. Noah utilise immédiatement Léviathan comme radar pour trouver quelque chose de précieux et découvre une petite boîte. L'empereur est surpris de le voir choisir cela. Et dès que Noah ouvre la boîte, une tornade de feu flamboyante l'engloutit. Le feu prend la forme d'un puissant monstre, et Noah sent que c'est exactement comme lorsqu'il a dû combattre un monstre pour prendre le contrôle total de Léviathan. Il invoque immédiatement Léviathan et réalise que ce trésor est une autre arme consciente, qu'il doit vaincre pour en devenir le maître. Le monstre crache soudain du feu vers lui, mais Léviathan a un avantage de type contre cela, et Noah l'utilise pour couper la flamme. Il projette ensuite un jet d'eau maudite
aiguisée directement dans l'œil du monstre, le vainquant et le transformant en une bille rouge luisante qui tombe directement dans sa main. Dès que Noah la saisit, la tornade de feu disparaît et l'orbe rouge se transforme en un anneau orné d'un emblème de feu. Noah vérifie ses statistiques et constate que son attribut de feu a soudainement bondi au rang C en obtenant l'anneau, ce qui lui fait réaliser que l'anneau est très puissant. L'empereur s'approche de lui, lui demandant s'il va bien. Noah affirme que oui, et l'empereur est agréablement surpris qu'il ait réussi à apprivoiser l'arme consciente nommée luthier. Noah met l'anneau et il brûle vivement pendant quelques secondes, tandis que l'empereur le félicite, disant qu'il a choisi un objet très précieux, sans aucune hésitation. Noah répond que cela semble vraiment puissant, et l'empereur dit qu'il va lui préparer une cible pour le tester. Noah répond qu'il a déjà une meilleure idée, et il emmène l'empereur à l'extérieur, puis s'attaque soudainement avec des flammes. L'empereur est effrayé en voyant cela, mais Noah dit « Papa, du calme », car il annule les flammes avec le pouvoir de Léviathan. Il utilise cela pour confirmer sa théorie selon laquelle Léviathan est légèrement plus fort que la fer. Mais l'anneau de feu n'est pas une blague non plus. Il brûle le sol autour de Noah sans effort, mais la chaleur et les dégâts ne vont pas au-delà, car Noah utilise Léviathan en même temps pour le contrôler. L'empereur est stupéfait en voyant cela, et il confie l'anneau à Noah, lui demandant de l'utiliser pour le bien de leur empire. Quelques jours plus tard, l'empereur convoque Noah, car il a besoin de ses conseils pour une affaire compliquée concernant la famille royale. L'empereur dit à Noah que son jeune frère Graham a un fils qui est un tyran et règne sur son territoire avec des lois cruelles. Récemment, il a tué quelqu'un lors d'une dispute alors qu'il était ivre, et c'est un crime grave. L'empereur dit que cela serait sévèrement puni s'il s'agissait d'une personne normale. Mais comme Graham appartient à la famille royale, il a déclaré que le crime de son fils était dû à sa mauvaise éducation et en a pris la responsabilité. L'empereur dit que Graham a proposé de payer une amende pour protéger son fils de la punition. Mais Noah ne pense pas qu'il puisse le faire. Il se souvient de l'affaire Dolly et dit que tout comme un enfant ne peut être tenu responsable des dettes de ses parents, un parent n'est pas légalement responsable des crimes de son enfant, l'empereur répond qu'il a dit la même chose. Mais son frère insiste. Noah lit le rapport et constate que Graham est prêt à payer 30 000 $, soit 250 fois ce qu'une famille normale vivant dans la capitale gagne en un an. L'empereur demande à Noah ce qu'ils peuvent faire, et il refuse clairement d'accepter l'amende de quelqu'un qui n'a pas commis le crime, même s'il s'est porté volontaire pour la donner. Soudain, l'empereur demande s'ils peuvent instaurer une loi pour collecter des amendes volontaires en échange de peines plus légères. Et Noah réalise ce que son père essaie de faire. L'empereur avoue que le trésor royal n'est pas en bon état à cause des constantes campagnes de secours en cas de catastrophe et de la répression des rebelles. Noah comprend la situation, mais il n'est pas d'accord avec l'idée de l'empereur et dit que s'ils adoptent une telle loi, il dirait au peuple que rien n'est un crime tant qu'on peut se permettre de payer des amendes. Il affirme que cela ferait de la justice de leur empire une farce, et puisque seuls les riches pourraient payer les amendes, la corruption au plus haut niveau du gouvernement monterait en flèche. Noah dit à son père qu'ils doivent résoudre le manque de fonds par des méthodes meilleures et plus morales, et l'empereur réalise son erreur. Il appose soudain son sceau sur un document et le donne à Noah, annonçant que pour sa sagesse exceptionnelle, il est par la présente nommé conseiller de l'empereur. Noah continue de fixer le papier, tandis que l'empereur lui dit que ce n'est qu'un poste honorifique et qu'il n'en tire aucun avantage supplémentaire. Cela lui donne une idée pour résoudre leurs problèmes financiers, et il suggère à l'empereur qu'au lieu de laisser les gens payer des amendes pour échapper à la punition, ils peuvent les faire payer une somme pour gagner de l'honneur. Il donne l'exemple qu'ils peuvent accorder la chevalerie à ceux qui donnent 1000 $ à l'Empire, car cela leur donnerait de l'honneur sans leur conférer une réelle autorité sans talent. Noah dit que cela demanderait un travail de fond compliqué, mais tout le monde adorerait être honoré directement par l'empereur et il paierait cher pour cela. L'empereur réfléchit un instant et réalise que l'idée de Noah est brillante, car ceux qui ont tout l'argent du monde désirent plus de gloire. Il ordonne à son assistant de convoquer Oscar et Noah prend immédiatement congé, réalisant que s'il restait plus longtemps dans la discussion, il empiéterait sur le domaine de son frère. En sortant, il trouve les serviteurs rassemblés autour du trou qu'il a créé avec Luthier. Un serviteur plus âgé arrive et lui dit que tout le monde est si curieux à propos du trou, et qu'un petit curieux est même tombé dedans en voulant vérifier sa profondeur. Noah donne un sac d'argent pour le traitement du pauvre homme, puis interroge le serviteur sur l'objet qu'il transporte. Il révèle qu'il s'agit d'une paire de scarabées rhinocéros pour le 16e prince, qui n'a que 3 ans et adore faire combattre les coléoptères. Cela donne une autre idée à Noah. Et alors qu'il rentre chez lui, il invoque les mini-formes de Léviathan et Luthier pour qu'elles se battent. Ils commencent immédiatement à se battre, et Noah peut dire qu'ils possèdent toutes les compétences de leurs anciens utilisateurs. Il les observe attentivement pour en apprendre davantage, puis constate que Léviathan est clairement le plus fort, fendant Luthier en deux.
La nouvelle servante observe le combat avec enthousiasme, et Noah décide d'organiser un autre match entre les deux armes conscientes. Il constate que Luthier est très compétitif et veut gagner la revanche, mais il perd encore. À sa surprise, la bataille simulée a de réelles conséquences, et il monte de niveau après que Léviathan ait terrassé Luthier. Il continue de les faire combattre dès qu'il en a le temps, et constate que Luthier s'améliore rapidement. Il parvient finalement à battre Léviathan, et grâce à sa croissance, la tribu de flammes de Noah monte également en rang. En dehors de cela, Zoé est aussi devenue plus habile en magie pour aider Noah, et elle peut maintenant lancer un sort pour voir ses statistiques. Elle est surprise de voir qu'il a monté de niveau sans réellement combattre personne, et dit qu'il peut monter de niveau à l'infini juste en faisant combattre ses familiers. Noah lui dit que ça ne se passera pas comme ça, car il n'a fallu qu'un combat pour atteindre le niveau 2, mais 10 de plus pour atteindre le niveau 3. Il dit qu'il a besoin de plus d'objets magiques comme ceci pour apprendre comment ils fonctionnent, quand soudain Henri arrive. Il a déjà tout vu, et il félicite Noah pour sa méthode innovante de faire combattre ses armes. Il lui tend ensuite une boîte et dit que le nid des monstres est prêt à être nettoyé. Noah se souvient que le nid des monstres est un terrain de chasse géré par l'armée, où tous les princes effectuent leur première campagne. Henri lui dit qu'une fois qu'il ouvrira la boîte magique, il saura combien de soldats il devra emmener avec lui en fonction de sa force. Dès que Noah ouvre la boîte, elle se transforme en un morceau de papier avec le chiffre, un écrit dessus. Noah demande si cela signifie qu'il devra y aller seul, et Henri est choqué, car rien de tel ne s'est jamais produit dans l'histoire de leur empire. Plus tard cette nuit-là, Zoé dit à Noah qu'un messager de l'empereur est arrivé pour livrer un message personnel, et il s'avère que c'est le chevalier nommé Rias. Noah s'agenouille devant lui, car quiconque délivre un message personnel de l'empereur porte temporairement son autorité. Rias dit à Noah que sa campagne au nid des monstres a été reportée, et une fois le message terminé, il s'agenouille devant lui pour le saluer. Noah sait que Rias est un subordonné direct de Henri Bent, et c'est un serviteur de haut rang, considéré comme faisant partie de la famille. Il lui demande pourquoi la campagne a été reportée, et Rias répond que l'empereur était si heureux d'apprendre la force de Noah qu'il a décidé d'organiser sa première campagne à une échelle encore plus grande. Noah décide d'utiliser le temps dont il dispose d'ici là pour en apprendre davantage sur les objets magiques conscients. Il se rend à sa boutique de cadeaux préférée pour demander s'il a des objets magiques dotés d'une volonté propre. Le marchand répond qu'il n'a rien de tel, alors Noah lui refile une belle bourse pour qu'il déniche la perle rare. Il quitte la boutique, mais Shirley se demande pourquoi Noah a tant payé le marchand alors qu'il n'avait aucune info valable. Surtout que l'Empire aurait bien besoin de meilleures décisions financières, Noah répond que c'est la vie de château, quand soudain il entend un homme intimider un marchand qui refuse de lui vendre un article déjà réservé par un autre client. L'homme, sûr de lui, dit aux badauds de retourner à leurs affaires, car ils ne veulent pas chercher les embrouilles avec lui. Noah s'avance, lui ordonne d'arrêter, et l'homme change aussitôt d'attitude en le voyant. Cependant, il reste arrogant et sûr de lui, se présentant comme Dalam, membre de la maison du premier prince Gilbert. Il affirme travailler au ministère de la maison impériale et avoir déjà croisé Noah là-bas. Noah se fiche de qui il est ou d'où il travaille et dit à Dalam que ce qu'il vient de faire est illégal. Dalam se moque, lui rappelant qu'il est ministre de la justice, mais ignore que les membres du ministère de la maison impériale sont intouchables, sauf en cas de haute trahison envers l'Empire. Personne ne sait que Dalam a raison, et il semble assez expérimenté pour étayer sa confiance. Normalement, Noah n'aurait rien pu faire, mais il a aussi un tour dans son sac. Il rappelle à Dalam que, étant membre de la maison de son frère, il doit s'agenouiller devant lui, comme Rias l'a fait hier soir. Dalam panique, réalisant que Noah l'a eu sur un détail technique. Il tente de s'agenouiller, mais Noah ordonne aussitôt à Shirley de l'arrêter, et elle le plaque au sol illico. Dalam tente de le menacer, lui disant de ne pas s'en prendre à la maison du premier prince, mais Noah lui dit froidement de se taire, car il l'a insulté, lui et le prince Gilbert. Il déclare publiquement que Dalam, membre de la maison du prince Gilbert, l'a insulté, et qu'il sera puni pour cela. Il demande si quelqu'un a un fouet, et les marchands sont plus qu'enthousiastes à l'idée de l'aider. Dalam est attaché au poteau, mais il continue d'ordonner aux gens de l'aider sous peine de subir un sort horrible. Tout le monde est terrifié par lui, et pendant ce temps, Shirley s'enquiert de la punition. Noah dit qu'utiliser l'autorité impériale pour la tyrannie est puni de mort, et Dalam réalise qu'il est foutu. Shirley comprend la mission et fouette le pauvre bougre jusqu'à ce que mort s'ensuive, tandis que les marchands l'acclament car ils en avaient marre de Dalam. Noah s'assied sur un banc tout près, attendant que tout soit fini. Bientôt, Shirley vient lui rapporter que Dalam est mort. Noah lui dit de tout signaler aux gardes et de mentionner les crimes dont il a accusé Dalam. Après cela, il lui demande d'apporter une paire de menottes qu'il porte jusqu'au manoir du premier prince Gilbert.
Les gardes sont sidérés de voir un prince menotté, mais Noah dit qu'il doit s'excuser auprès de son frère pour ses actions. Juste à ce moment-là, le majordome de Gilberte vient l'escorter à l'intérieur. Une fois qu'il rencontre Gilberte et lui raconte tout, le premier prince dit à Noah qu'il n'avait pas d'autre choix en la matière. Noah répond qu'il aurait dû le consulter d'abord, mais Gilberte réplique qu'il est cool avec ça. Il prétend ne se souvenir d'aucun Dalem à son service, et son majordome répond qu'il a été envoyé au ministère de la Maison impériale il y a quelques années. Gilbert dit qu'il se souvient maintenant avoir renvoyé Dalem pour son comportement exécrable, et qu'il ne fait plus partie de sa maison. Il ordonne à son majordome de libérer Noah des menottes, puis le remercie d'avoir sauvé sa réputation en s'étant débarrassé de Dalem, qui abusait de son nom. Là-dessus, Noah rentre chez lui et Shirley demande à quoi bon aller voir Gilberte menottée, alors qu'il était si nonchalant. Noah répond que Gilberte a beau avoir l'air décontracté, il bouillonnait de rage à l'intérieur. Cependant, il ne pouvait pas se permettre de faire une scène, car il sait que l'empereur favorise davantage le 13e prince. Noah dit que Gilberte le considère sûrement comme un ennemi pour avoir perturbé son commerce illégal d'esclaves et éliminé Dalem. Mais il doit maintenir l'image d'un bon grand frère qui a rapidement accepté les sincères excuses de son jeune frère. Shirley est impressionnée par sa vivacité d'esprit, mais Noah est sûr que Gilberte ne restera pas les bras croisés longtemps. Le lendemain, le majordome de Noah, Dylan, l'informe qu'un visiteur du ministère de la Maison impériale est là pour le voir. Le visiteur se présente comme Hortz et affirme avoir été tellement impressionné par la façon dont Noah a géré Dalem qu'il veut travailler sous ses ordres. Il est prêt à faire tout ce que Noah dit pour avoir une chance, et Noah décide de l'engager. Cependant, il est assez méfiant, et dès qu'Hortz s'en va, Noah ordonne à Dylan de tout découvrir sur lui. Le lendemain, alors que les servantes de Noah le préparent, Dylan vient lui rapporter ses découvertes sur Hortz, qui mourait d'envie de devenir son subordonné. Dylan dit qu'Hortz a habilement dissimulé ses origines, mais la vérité est que lui et ses parents sont d'anciens serviteurs du premier prince. Le majordome explique que les nobles gèrent très strictement les affaires de leur maison, limitant ainsi les interactions de leurs proches serviteurs avec l'extérieur. Parfois, ils peuvent même recommander à leurs serviteurs de se marier entre eux, et les enfants issus de ces unions sont automatiquement intégrés à la maison du noble. Dylan dit à Noah qu'il est évident qu'Hortz est ici comme espion pour le prince Gilberte, et Noah confirme. Il ordonne au majordome de ne révéler cette information à personne, car maintenant qu'ils savent qu'Hortz est un espion, ils peuvent l'utiliser à leur propre fin. Dylan est d'accord, puis loue l'observation et l'intuition de Noah pour avoir découvert les véritables intentions d'Hortz dès la première rencontre. La vérité est que ce n'est pas l'instinct de Noah qui l'a rendu méfiant envers Hortz. Quand il a accepté Hortz comme son subordonné, ses stats n'ont pas bougé, preuve de son manque de loyauté. Soudain, Dylan informe Noah d'une autre affaire. Le propriétaire de sa boutique de cadeaux préférée est là. Il a trouvé ce que Noah cherchait. Noah est ravi que les 10 $ versés au marchand aient porté leurs fruits, et il le convoque immédiatement. Le marchand salue humblement Noah, qui lui dit de couper court au salam alek et d'apporter l'objet. Le marchand fait signe à ses hommes d'apporter un grand tableau, puis retire le tissu qui le recouvre, révélant le portrait d'une belle jeune fille. Noah s'approche du tableau pour l'inspecter de près. Le marchand lui dit que l'œuvre s'appelle Uwawa, réalisée par un artiste célèbre. Il ajoute que ce n'est pas un tableau ordinaire, et à la façon dont Léviathan réagit, Noah peut affirmer qu'il est maudit. Le marchand est satisfait de son observation, et il ordonne à ses hommes d'apporter un second tableau, presque identique à l'original. Le marchand révèle que c'est une réplique peinte à la même époque que l'original, Uwawa. Mais il y a une grande différence entre eux. Noah voit que la fille du tableau original semble un peu plus âgée que celle de la réplique, et il réalise que la fille à l'intérieur du tableau grandit et vieillit avec le temps. Intéressé d'en savoir plus, il sort Léviathan et tranche le tableau, laissant le marchand bouche bée. Cependant, au lieu d'être endommagé, le tableau commence à briller d'une lueur verte, et la fille piégée à l'intérieur ouvre les yeux. Elle sort lentement du tableau, et le marchand en reste bouche bée sous le choc. La fille commence à léviter devant le tableau, et regarde Noah avec un doux désir. Le marchand reste là, perplexe, mais apparemment, Noah peut communiquer avec la fille par télépathie. Elle lui dit que le tableau a été fait avec son sang, le peintre l'a tué et a mélangé son sang à la peinture pour créer cette œuvre maudite. Et à cause de cela, son âme y était piégée. La fille dit qu'elle veut rembourser Noah pour l'avoir libéré et lui demande aussitôt de lui jurer fidélité. La fille fantôme n'a aucune objection et elle jure de lui rester fidèle pour toujours. Elle se met alors à faire des cabrioles comme un dauphin, plongeant et ressortant du tableau. Le marchand essaie toujours de comprendre comment un tableau maudit a pu se transformer ainsi. Mais Noah réalise qu'il a coupé les chaînes de la fille avec Léviathan, lui permettant de sortir librement du tableau.
Elle essaie juste de faire son numéro avec sa liberté retrouvée, mais Noah n'est pas intéressé. Au lieu de cela, il est plus heureux d'avoir obtenu un petit bonus de stats sur son attributaire, et il décide d'investir davantage dans la fille fantôme pour l'avenir. La fille fantôme Wa ne peut communiquer que par télépathie, et dit à Noah qu'elle peut lui être utile. Il lui demande une démo, et elle prend immédiatement la forme du marchand, le stupéfiant, le laissant comme un singe découvrant son reflet. Il touche sa main et elle absorbe l'énergie de luthier pour briller faiblement. Noah demande ensuite au marchand de toucher la main de Hua, et s'il peut la toucher de la main gauche, sa main droite passe à travers son corps. Noah est ravi de voir que Hua peut contrôler son corps avec une telle précision. Il remercie le marchand de l'avoir découverte et dit qu'il lui achètera le tableau au prix qu'il voudra, et lui demande de trouver d'autres objets maudits de ce genre. Peu après, le marchand Alan rend visite à Noah avec une pile de boîtes. Noah lui demande ce qui motive cette visite soudaine, et Alan répond que sa fille Ada a été choisie pour devenir l'une des dames d'honneur de l'empereur. Et il est là pour remercier Noah d'avoir rendu cela possible. Noah se souvient l'avoir recommandée comme servante au palais impérial, suite à un accord avec Alan il y a 6 ans. Il est impressionné que la fille qu'il a choisie soit montée au rang de dame d'honneur, et remarque qu'Alan n'a pas lésiné sur les cadeaux. Il dit que tout ce qu'il a apporté vaut 30 000 $, et Alan est choqué qu'il ait deviné le montant exact. Quoi qu'il en soit, il dit qu'Ada vient de devenir dame d'honneur, et il espère qu'un jour elle atteindra le rang de concubine, puis d'épouse impériale. Au-dessus de cela se trouve le titre d'impératrice, la favorite de l'empereur. Mais ce n'est pas une position que toutes les épouses peuvent atteindre. Même la mère de Noah n'a été promue épouse qu'après qu'il ait reçu le titre de prince sage. Il dit à Alan qu'être choisie comme dame d'honneur n'est que la première étape du voyage d'Ada, car elle fera désormais partie des sales manigances du palais. Alan ne comprend pas. Alors Noah lui dit d'imaginer si une servante jalouse remplaçait le parfum d'Ada par une odeur que l'empereur déteste. Alan est abasourdi en entendant cela, et Noah lui dit que les femmes brutalement compétitives sont l'espèce la plus dangereuse sur Terre, sans aucun doute. Il dit au marchand d'envoyer régulièrement de l'argent à Ada, car elle en aura besoin si elle veut prospérer dans la politique du palais. Alan se précipite pour prendre les dispositions nécessaires, puis Noah tourne son attention vers des questions plus importantes. Il demande à Zoé de livrer une lettre et 10 000 $ à sa mère. Elle demande si Dylan ne serait pas un meilleur messager au palais, mais Noah dit que sa mère vit dans le palais intérieur, interdite aux hommes. À cause de cette règle, il ne peut rencontrer sa mère qu'une fois par an. Zoé le plaint, mais Noah n'a pas besoin de cette pitié. Il lui dit de transmettre un autre message à sa mère, lui disant qu'il agit en tant que tuteur d'Ada. Zoé est prise de court en entendant cela et demande à Noah s'il compte utiliser sa mère pour la politique du palais. Il affirme, disant que le profit et la perte priment sur son lien maternel. C'est le fonctionnement de la famille impériale. Il affirme que si Ada devient l'une des favorites de l'empereur, elle peut être une alliée forte pour sa mère, et cela profitera à tous. Zoé est étonnée de voir comment la famille impériale ne peut se défaire de la politique, même en le voulant. Elle se prépare à livrer la lettre, mais Noah l'arrête et demande comment va sa mère. Elle répond que sa mère est éternellement reconnaissante à Noah pour sa maison et son emploi stable. Mais récemment, elle a vécu quelque chose d'étrange en fermant le portail le soir. Elle a vu un homme fureter dans le jardin, et quand elle s'est approchée pour lui demander ce qu'il faisait, il s'est enfui. Zoé dit que sa mère croit que quelqu'un entre et sort furtivement du manoir. Et Noah trouve cette information intéressante. Il ordonne à Zoé de dire à sa mère de garder le secret, car il compte vérifier l'exactitude de ses dires. Plus tard cette nuit-là, alors que la mère de Zoé ferme le portail, quelqu'un l'approche par derrière et utilise une dague empoisonnée pour la tuer, avant qu'elle ne puisse réagir. Elle tombe morte au sol, et l'attaquant se révèle être Hortz, qui dit à la femme que c'était sa faute de l'avoir découvert. Il s'enfuit, mais heureusement, la mère de Zoé n'est pas encore morte. Elle observe la scène avec Zoé et Noah, qui ont utilisé Hua comme leurre pour prendre Hortz la main dans le sac. Il ordonne à Hua de se retirer, et elle retrouve sa vraie forme en s'amusant, puis disparaît. Après cela, Noah dit à Zoé et à sa mère de retourner à leur village sous prétexte d'enterrer son corps. Il dit qu'ils ne peuvent pas laisser Hortz savoir que la femme qu'il a tuée est toujours vivante et qu'il devrait de se faire discret jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. Zoé et sa mère deviennent émotives en entendant cela. Mais ensuite, Zoé demande à Noah s'il est vraiment acceptable qu'Hortz s'en tire comme ça. Il révèle qu'il a déjà Hua qu'il surveille, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Le lendemain matin, dans une cabane tranquille près d'un lac, Hortz se réveille avec de terribles blessures à la poitrine et à l'estomac. Alors qu'il se débat avec la douleur, Noah lui dit de ne pas trop bouger ou ses blessures se rouvriront. Hortz ne comprend pas ce qui se passe.
Alors Noah lui dit qu'il a été poignardé la nuit dernière, mais qu'il ne s'en souvient peut-être pas à cause du choc. Noah dit à Hortz que la nuit dernière, il a rapporté à son contact avoir tué une femme qu'il avait repérée. Et en retour, le contact l'a poignardé et jeté dans la rivière parce qu'il avait échoué dans son travail d'espion. Heureusement, Ua le surveillait à ce moment-là, et Noah a pu le sauver. Il dit qu'il s'attendait toujours à ce qu'Hortz se soit jeté, mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. Hortz est incrédule que Noah ait vu clair en lui et ait même prédit avec précision sa chute. Il regrette ses choix de vie et dit que s'il avait vraiment travaillé dur pour Noah et non espionné, peut-être que sa vie serait... Noah lui dit qu'il n'est pas trop tard, et Hortz n'arrive pas à croire qu'il soit prêt à accepter un espion raté comme serviteur à nouveau. Noah répond qu'en échange, Hortz ne peut pas le trahir, car alors il subira une punition pire que la mort. Cependant, il promet aussi à Hortz qu'il ne le chassera pas pour avoir échoué dans son travail. Hortz se met à pleurer et tombe à genoux, acceptant humblement l'offre de Noah. Noah vérifie ses stats et constate que son attribut vent est devenu plus fort, ce qui prouve qu'Hortz lui est vraiment loyal maintenant. Il lui donne son premier ordre, récupérer complètement. Après quoi, il assumera une nouvelle identité. Noah décide d'en faire le gouverneur d'une région éloignée de son territoire jusqu'à ce que les choses se calment. Hortz le remercie pour tout et décide de prouver sa loyauté en donnant à Noah des infos cruciales. Il lui dit que récemment, le prince Gilbert a offert un cadeau à l'empereur, ce qui fait partie de son plan machiavélique. Noah panique en apprenant la vérité et il se rend immédiatement au palais impérial pour une réunion d'urgence avec son père. L'empereur lui demande ce qui l'a fait paniquer autant et Noah lui demande d'arrêter de boire le vin que le prince Gilbert lui fournit. L'empereur est curieux et demande la raison. Noah répond que le vin est parfaitement bon en soi, mais s'il est consommé avec un aliment spécifique, il devient un poison mortel. L'empereur lui demande de cracher le morceau et Noah révèle que l'aliment spécial est la griffe de dragon, que l'empereur et le prince héritier mangent une fois par an lors d'une cérémonie ancestrale. Puisque l'empereur et le prince héritier boivent le vin depuis 1 an, tout le monde croit qu'il est sûr. Cependant, une fois qu'ils consommeront la griffe de dragon lors de la cérémonie, tous deux mourront et personne ne soupçonnera Gilbert de quoi que ce soit. L'empereur demande à Noah s'il en est sûr, et il affirme, disant qu'il a fait essayer le combo vin et griffe de dragon à un condamné à mort. Et il s'est évanoui, avant même qu'il ne puisse lui donner les premiers soins. L'empereur trouve toujours cette nouvelle un peu difficile à digérer, mais il fait entièrement confiance à Noah et accepte sa suggestion. Il ordonne à son assistant de convoquer Henri et de lancer une enquête à grande échelle sur le manoir de Gilbert. Il loue Noah pour avoir dévoilé cette conspiration et le renvoie chez lui, promettant de lui remettre sa récompense plus tard. Après cela, les soldats dirigés par Henri arrêtent les serviteurs de Gilbert, qui témoignent qu'ils menaient des expériences mortelles sur des esclaves illégaux. Il a été confirmé qu'il prévoyait de s'emparer du trône après avoir tué l'empereur et le prince héritier. Mais son plan a été déjoué grâce à Noah. Peu après, l'empereur convoque Noah, qui ne peut s'empêcher de trouver l'incident étrange. Habituellement, l'empereur a le meilleur réseau de renseignement de l'Empire, et il aurait déjà été au courant, mais il a réagi comme s'il ne savait rien. Soudain, Noah réalise que l'empereur faisait seulement semblant d'ignorer, alors qu'il savait tout depuis le début. Juste à ce moment-là, l'empereur arrive et confirme ses doutes, précisant qu'il ne buvait pas le vin. Noah est choqué et demande pourquoi il n'a pas agi. L'empereur répond qu'il a beaucoup de fils qui pensent qu'il est empereur depuis trop longtemps et qu'il est temps de changer de règne. Cependant, Noah ne semble pas penser comme eux, et c'est pourquoi l'empereur lui fait plus confiance qu'aux autres princes. Il déclare que Noah servira désormais comme vice-ministre des Affaires militaires, en plus d'être ministre de la Justice et gouverneur général de la garde impériale. Noah accepte la récompense sans comprendre ce que son père veut, mais la réponse devient vite claire. L'empereur dit qu'il ne se laissera pas faire sans combattre, mais il est possible qu'un de ses fils le tue et s'empare du trône. Si cela arrive, il veut que Noah prenne la garde impériale et s'empare de la capitale, puis choisisse lui-même le prochain empereur. Ce qui est trop pour lui à digérer. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.